Wow, on va diminuer. Le responsable de cette musique. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je reviens une fois de plus. Et je vais changer de musique aujourd'hui. Nous allons suivre une musique à l'honneur du président élu. Ikase isa chiroma, le douze isa chiroma, dergen isa chiroma, le tien isa chiroma, la robe isa chiroma. Kai, ce n'est pas affaire d'ethnie, ce n'est pas question de nordiste et sudiste. On est tous amoureux, on veut le changement. Ensemble, disons-nous, rallions-nous, autant Isa Chiroma. Ikase Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Dergen Isa Chiroma, le Tien Isa Chiroma, la robe Isa Chiroma. Kai Chiroma, 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 Milamu, Chiroma, 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 Potorimbe, Chiroma, 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 Minorele, Chiroma, 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 Wastubandi, Chiroma, Chiroma, Lamu, Yonima, Chiroma. Ikase Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Dergen Isa Chiroma, le Tien Isa Chiroma, la robe Isa Chiroma. Kai. Inoti manjamaje, kaka wali sare, gulden jehen chubeni, sapwe di liuru octobre, el curte, en chuba gojo men, wastino men kondi, sanjino men leti, Uni isa Chiroma, Chiroma Bakari, President Chiroma, Allahu Kilamu, Nifunindo Kawama, President Chiroma, Alalamine Baba, Allahu Kamalamu, Nifumindo Yerjima, Nilhoki Chimamana, Nindo Yerjima Chiroma, Nilhoki Chimamana, Partageons le direct de vous en plus, c'est à te le partager. Chiroma Bakari. Chiroma, 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 Milamu, Chiroma, Potorimbe, Chiroma, Minorene, Chiroma, Wastubandi, Chiroma, Le président élu, que ça plaise ou pas, c'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est bon là.
Ok, c'est la fin. Je dis que c'est pas. Ok, c'est bon là. Bonsoir, bonsoir. Je n'arrive pas à partager cette direct aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Si mon compte est bloqué ou pas. Mais qu'à cela ne tient, ceux qui peuvent partager le feront. Welcome pour ceux qui viennent de se joindre à moi là maintenant. Nous sommes là. Nous connaissons la situation que traverse le Cameroun en ce moment. C'est pas facile. Même quand tu ne veux pas quand tu n'as pas envie de faire le direct, tu te lèves seulement, ça t'attire seul. Dis seulement que va te mettre, installe-toi à faire le direct. Mon Dieu, mon roi, quand est-ce que nous allons arrêter ceci? Quand est-ce que nous allons arrêter avec cela? Trop, c'est trop. Paul Biya doit libérer le plancher. C'est devenu ma musique habituelle là maintenant pour ceux qui me suivent. Paul Biya doit partir. Tant que Biya ne part pas, nous n'avons pas de paix. Parce que nous ne comprenons pas dans un pays comme le Cameroun, avec tout ce que nous avions comme richesse. Je me demande si le gouvernement du RDPC ne peut pas réfléchir et dire que s'il y a déjà ces jeunesses-là dehors, des milliers de jeunes qui envahissent la rue, prêts à se faire tuer, accepter mourir parce qu'ils veulent le changement, ils doivent comprendre qu'ils ont échoué. Et je ne comprends pas pourquoi un gouvernement depuis 43 ans s'entête à rester au pouvoir, qu'ils ont eu en 43 ans, ils n'ont jamais rien fait. C'est cette année-ci qu'ils vont faire quoi? C'est qu'ils n'ont pas pu faire en 43 ans. C'est ça qui est aberrant dans tout cela. C'est là où le bas blesse. Regardez les jeunes qui meurent aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est lamentable. Regardez la jeunesse. Je viens de suivre encore l'autre, un gars qui sort de matin. Il est du retour, il est sorti aller travailler. Les soldats se sont emparés de lui, le tabasser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils ont transporté le corps de ce jeune Camerounais. Ils ont disparu avec son corps. Peut-être ils iront enterrer quelque part, qu'on n'en parle plus. Est-ce que c'est ce pouvoir? C'est pour ça. C'est ce pouvoir-là que nous devions accepter? Est-ce que c'est ce que nous avons choisi au Cameroun? Est-ce que c'est de cette manière-là que les gens vont nous gouverner? Si tu as gouverné, toi, pouvoir, pendant 43 ans, tu n'as rien fait, et tu es conscient que le peuple camerounais ne t'a pas élu, pourquoi t'acharnes-tu? Pourquoi t'acharnes-tu si tu es conscient que le peuple ne t'a pas élu? Les jeunes, des milliers de jeunes qui sont là dehors aujourd'hui ne t'ont pas fait confiance. C'est la raison pour laquelle ils sont dehors aujourd'hui. Ils ne t'ont pas fait confiance. Pardon, je vous en prie, partagez-moi ce direct. Ils ne vous ont pas fait confiance. Parce qu'en 43 ans, vous n'avez rien fait. Pourquoi voudrez-vous qu'ils essaient de vous faire qu'ils vous fassent confiance aujourd'hui, quand vous n'avez rien fait en 43 ans? Et bien qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre aujourd'hui, vous dites que non, c'est vous. Je viens de suivre sur Facebook où on montre la villa de M. Atangandi. En combien d'années un ancien prisonnier a pris de l'argent pour construire ce que nous avons vu sur Facebook là? Waouh! Est-ce qu'ils se cachent même pour voler? Ils font ça à Calais, disent vous allez faire quoi? Ça, c'est un défi. On ne défie pas son peuple. On ne défie pas une population. Non. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Nous nous levons aujourd'hui, hier, depuis l'autre jour qu'on a donné, le Conseil constitutionnel a siégé en donnant son fake rapport. Combien de jeunes sont tombés? Combien sont morts? Ils sont en train d'étouffer, cacher. Moi je pense que nous avons des centaines de morts en ce moment. Puisque si les soldats osent tuer et prendre le corps, j'ai vu une pick-up sur Facebook où les soldats sont en train de remplir les corps dans une pick-up. Oh, mon Dieu. Allô? Je suis en direct. Le poussou, c'est l'eau à boire.
Vous m'excusez, c'était M. Bomba lui-même. Donc, pour un gouvernement, j'ai vu les policiers remplir une pick-up. Une pick-up des jeunes, des cadavres des jeunes. Ils ont disparu avec. Les gars, ils étaient en train de prendre la vidéo sur une fenêtre en haut d'un immeuble. Ils étaient en train de prendre des vidéos, des cadavres des jeunes. Ils sont partis avec. Ils vont aller chercher faire une fausse sceptique, et déposer les corps là-dedans, au détriment de la famille. Il y a une autre famille qui a posté que notre maman est très malade, elle est même mourante, pardon. Elle veut avoir le corps de son fils. Elle veut le corps de son fils. Ils sont en train de tuer les gens pêle-mêle. Est-ce que je vous ai toujours dit dans mes directs que marcher, c'est un droit constitutionnel? La liberté d'expression va de pair avec la démocratie. Tu as le droit de parler. La liberté, même dans ce pays, aux États-Unis, où je suis assise là. C'est la liberté d'expression. C'est ça c'est la force d'un peuple. Si le peuple, vous ne pouvez pas empêcher à un peuple de s'exprimer. Ça, c'est impossible. Les gens ne vont pas se lever pour leur ras-le-bol. Tout ce qu'ils peuvent recevoir, c'est les fouets, c'est les balles dans leur corps. Impossible. Je dis bien impossible. Nous ne pouvons pas continuer dans cette optique-là. Oui. Qu'est-ce que le peuple camerounais a-t-il fait pour mériter ce sort? La jeunesse aujourd'hui, qui doit être une relève, qui doit assurer quand les autres partiront, c'est cette jeunesse que vous êtes en train de tuer avec des balles. Parce qu'ils se sont levés pour dire que enough is enough. Parce qu'ils se sont levés pour dire que nous ne voulons plus de ce pouvoir qui nous a tant maté, ce pouvoir qui ne nous a rien donné, ce pouvoir qui nous envoie à la mort tous les jours. Ce pouvoir, lorsqu'on prend un transport Douala et Yaoundé, on n'est pas sûr d'arriver. Ce pouvoir, quand on va à l'hôpital parce qu'on a le palu, on sort avec un autre virus, soit on ne sort même pas, on ne rentre pas. Donc, on a besoin d'un matériel pour un examen, il n'y en a pas. Mais eux, quand ils sont malades, ils s'envolent pour aller se faire soigner. Les jeunes ont dit non, ils ne veulent plus de ce pouvoir. On va essayer avec n'importe qui. Comme l'homme de Dieu de Yagua a dit, même si c'est le diable, on va gérer avec. On va gérer avec. Pourquoi tuer cette population? Pourquoi tuer ces jeunes? Il y a un papa qui se lève, il va dans un tourneau d'eau. Il meurt. Il meurt, il reçoit une balle. Il y a dans mon quartier un papa, dans mon quartier à Neubel, un papa se lève, il s'en va prier son Dieu à la mosquée. Il reçoit une balle. Nous sommes devenus quoi? Même la jungle, ce n'est pas si rapide. Qu'est-ce que le Cameroun devient à la langue? Pardon, partagez-moi le direct, je vous en prie. Partagez-moi le direct. Qu'est-ce que le Cameroun devient à la langue? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'avons-nous fait? Est-ce que ces gens qui sont au pouvoir, quand ils regardent ce que nous voyons tous, nous avons accès aux réseaux sociaux, eux-mêmes ont accès aux réseaux sociaux, ils regardent ce qui se passe, ils ne peuvent pas give up. Ils ne peuvent pas dire que nous avons voulu truquer, mais ce peuple-là, ils sont trop éveillés. Non. Et que M. Biya, au-dessus de son piédestal où il se trouve, qu'il appelle M. Tirouma, il le confesse directement. Il confesse directement. Il ne peut pas le faire. C'est ça un grand homme. Quand un grand homme veut sortir par la grande porte. Le Cameroun n'est pas le seul pays. Depuis que M. Biya au Cameroun, ça donne le mal de tête. Il y a eu combien de présidents au Bénin? Il y a eu combien de présidents au Sénégal? Il y a eu combien de présidents en Côte d'Ivoire? Mais dis donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous veut? Les enfants sont en train de mourir pour un monsieur qui ne veut pas partir. Les jeunes sont en train de partir. On tue les jeunes, on tue nos papas. Un papa va se lever, aller s'asseoir sur un tourneau d'eau. Il ne s'en sort plus. Parce qu'il a reçu une balle dans la tête. Mais nous allons continuer comme ça jusqu'à quand? Vous allez seulement tuer le peuple.
Parce que nous ne voulons plus de la gouvernance de M. Biambim Vendon. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus parce que lui-même, il ne gouverne plus. M. Biya ne gouverne plus. Il sait qu'il a échoué. Depuis même le mandat passé, ce n'est pas Biya qui a géré ce pays. Et ce qui est bizarre, ces gens qui gèrent ce pays, qui veulent gérer à travers la photo de M. Biya, pourquoi ne pas réunir à l'époque, avant les élections, ils n'étaient pas capables de réunir les 300 signatures, déposer leur candidature avant de truquer à leur niveau? Pourquoi mettre l'effigie de M. Biya, dire que c'est M. Biya qui est candidat? Pourtant, ils l'ont mis là pour gérer, avec la complicité de sa chère épouse, qui est incapable d'élever ses enfants, qui est incapable de donner une éducation à sa progéniture. Nous voyons la honte que sa fille nous donne tous les jours dans les réseaux sociaux. La pauvre, je ne me moque pas, j'ai pitié d'elle, parce que c'est un enfant. Elle n'a pas choisi sa famille. Cet enfant me fait beaucoup de la peine. Pour être honnête avec vous. Donc, quand on dit que ce sont ses parents, non, 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 je ne réfléchis pas comme ça. Pour moi, c'est un enfant. Elle est jeune, elle est jeune. Elle subit. Elle subit. Elle est victime elle-même. De la manière que les jeunes au Cameroun sont victimes, la seule différence, c'est qu'elle a l'argent. Mais nous savons tous que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous voyez à quoi elle ressemble avec tout cet argent qu'elle a. Elle ressemble à quoi? Fouiner dans la drogue pour noyer ses soucis. Et même comme ça ne l'empêche pas de toujours parler. Elle continue toujours à se plaindre. C'est incroyable au Cameroun, c'est incroyable. Jeunesse camerounaise, malgré tout ce qui se passe, j'interpelle ce pouvoir encore une fois de plus, que ce pouvoir se lève, et cède la place au président démocratiquement élu. Qu'il se lève et cède la place à M. Issa Tirouma. C'est ce que nous attendons aujourd'hui de ce pouvoir-là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués de cette vie-là. Nous sommes fatigués. Pour être honnête, nous sommes fatigués. Qu'est-ce que la jeunesse camerounaise a fait pour subir un sort et pour mourir même comme ça, comme des chiens en route? Comme des chiens. Regardez comment nos enfants sont en train de se faire criber des balles partout, du jour au lendemain. Est-ce que c'est normal? Regardez comment nos enfants sont en train de mourir. Pour un monsieur, pour un irresponsable. On l'utilise même. Finalement, je ne sais même plus à qui m'accrocher. Je ne sais pas pour qui me plaindre. Ou c'est Gongo, ou Chantal, ou ceci, mais pour moi, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Qu'ils libèrent le plancher. Ils vont tuer les jeunes jusqu'à quand? Ils tuent les jeunes pour gouverner les qui? Nous ne voulons pas de leur gouvernance. Qu'ils nous libèrent. Nous ne voulons pas de leur gouvernance. Qu'ils nous libèrent. Qu'ils libèrent le peuple, je vous en prie. Qu'ils libèrent ce peuple qui souffre. Et qu'on nous laisse tranquille. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Tu es arrivé au pouvoir, comme je dis tantôt. On t'a servi ce pouvoir sur un plateau d'or. Tu n'as fait aucun effort, M. Biya. Je m'adresse à peut-être, j'ai comme impression que M. Biya n'est plus conscient. Parce que je vous dis toujours que ce que j'ai vu ce monsieur faire ici aux États-Unis, ça ne vaut plus la peine. On ne peut pas être dans une réunion comme ce qui a existé dans une assemblée mondiale où il y avait tous les présidents du monde. Monsieur le président de la République camerounaise se met là, on laisse avoir le micro pendant longtemps, il ne se manifeste pas. Quelqu'un sort là, venir, il dit à la personne, y a-t-il des gens importants ici? Oh Seigneur Jésus, je peux parler et qui? Depuis ce jour-là, j'ai compris que le Cameroun n'avait plus de président. Même le semblant de président, là, il ne méritait plus. Il ne méritait plus.
Nous avons vu le président Biya avec son épouse où elle couvert son mari, lever la main, salut les gens là, lever la main de son mari. Ça veut dire que ce monsieur n'est plus aux commandes du Cameroun. Pourquoi ils veulent utiliser ce monsieur pour nous gouverner? On ne veut pas se faire gouverner par Madame Chantal Biya et Amangongo Ferdinand. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Si M. Ngongo voulait être président, il fallait qu'il dépose sa candidature. On ne va pas utiliser ce monsieur pour venir. Il a déjà échoué depuis des années qu'il gérait. Il a échoué et les quelques années que Ngongo a géré, tu as même fait semblant de donner aux Camerounais de savoir ce qu'ils veulent pour utiliser cela au moment opportun et battre campagne avec au nom de ce Biya-là. Tu n'as rien fait. Tout le peuple camerounais est conscient qu'il y a quelques années aujourd'hui, 7 ans le mandat passé, c'est M. Ngongo Ferdinand qui gérait. Ministre d'État. Il a eu la délégation de la signature. Il se lève à jour J-3 des élections. Il envoie 3 généraux en retraite et il met 3 généraux en fonction. Parce qu'il veut préparer la guerre avec le peuple. Nous n'allons pas continuer comme ça. Nous n'allons pas continuer de cette manière. Nous sommes fatigués. De grâce, disposés. Disposés. Le Cameroun, c'est un pays béni. Nous avons eu un président avant M. Biya qui nous avait tout donné, malgré ses imperfections. Il nous avait donné. Il a réussi dans plusieurs domaines que Biya a échoué. Que ce soit l'agriculture, que ce soit les infrastructures, que ce soit les compagnies qu'il a créées par-ci, par-là. Qu'est-ce que Biya nous a donné? Rien. Qu'est-ce que nous connaissons à l'actif de M. Biya? Si oui, l'aéroport de Simalène. Donc, d'aucuns parlent d'un hangar aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à l'actif de M. Biya depuis qu'il est président? Et je vous le dis et je répète, je vais toujours me répéter, que ce que Biya a trouvé, il a gâté. Il a tout, il a vendu. Il n'y a pas la régie Fécamp, il n'y a pas la Camer, il n'y a pas la Canchip, il y a toutes ces compagnies, à l'UQAM et autres. Toutes ces compagnies que vous connaissez n'existent plus. Ça a été créé par M. Amadou Ahidjo. Il a privatisé les autres. D'autres sont partis. Aujourd'hui, là, ça n'existe plus. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, on avait les barrages partout pour ravitailler le Tchad, ceci de lumière. Mais au Cameroun, on souffre de lumière, de manque de lumière. Pour toi, un président de ton État, tu as reçu un pouvoir sur un plateau d'or. Monsieur Ahidjo a tout fait. On a marché. On t'a donné aval. Tu as fait semblant d'avaler, tu as dégueulé après. Tu as fait semblant d'avaler, tu as dégueulé après. Alors, il est inadmissible aujourd'hui que les jeunes viennent payer à ta place. Il est inadmissible aujourd'hui que les jeunes viennent payer pour ce pouvoir fantôme. Et je parle à Chantal. Toi, soi-disant première dame, laisse première dame, parce que pour moi, tu n'es plus. Laisse première dame. Prends tes clics et tes claques, tes amendes et autres, tu libères le plancher au palais. Parce que ce palais, c'est un palais de fantômes. Parce qu'aucun nouveau président ne va habiter ce palais. Pourtant, c'était un bijou quand ton mari a reçu ce palais. C'était un bijou, je vous le dis. Le palais de Toudi était un bijou. Quand il a reçu, même entretenir le palais, vous étiez incapable d'entretenir ce palais. Oh mon Dieu. Alors. D'accord. D'accord. Tout cela, c'est pourquoi. C'est pourquoi nous allons payer le pot cassé d'un monsieur comme ça. Vous m'excusez, on ne fait comme interrompre là et je suis dans l'obligation
de décrocher mon téléphone. Oh là, j'arrête. C'est incroyable, c'est incroyable. Pour un monsieur qui a reçu ce cadeau, il n'a même pas reconnu. Oh merde. Ludo, après, je suis en live. Oui, je suis en live. Pour un monsieur qui n'a même pas reconnu les bienfaits de ce monsieur. Ce palais est devenu aujourd'hui un endroit de zombies. Pourquoi? Ce palais, on a enterré les vierges au palais. On parlait de 4 ou 5 vierges pour accaparer ce pouvoir, pour ne jamais partir. Ils ont enterré les vierges vivantes dans ce palais. J'ai eu dit cela. Et l'autre aussi, que tout le monde nous connaissons, tous ces crimes rituels que vous entendez au Cameroun, ça profite aux gens du pouvoir. Ça profite au palais de Toudi. On arrête les femmes. À l'époque, c'était au Carrefour Mbomana Yaoundé. On nous trouvait les cadavres des jeunes femmes, qu'on enlevait les parties génitales des femmes. On a enlevé les enfants qu'on enlève le cœur, le poumon, pour qu'ils aillent faire des rituels. Tous ces esprits, les enfants qu'on a même au palais, on les égorge. Et en immédiat, quand l'enfant est en train de se battre. Puisque j'ai suivi un truc ici aux États-Unis, il y a des sectes que la manière dont, pour que les sectes, ce qu'ils sont en train de faire, soit vraiment efficace. Il faut que l'enfant, quand on tue l'enfant, l'enfant souffre. Quand je suivais ça, c'était tout un documentaire. J'ai eu la chair de poule. J'ai compris que c'est ce qui se passe chez moi au Cameroun. Donc, quand on prend peut-être un enfant de 4 ans et qu'on veut tuer cet enfant par rapport à un rituel, il ne faut pas, on n'étrangle pas l'enfant, on tue, non. L'enfant doit souffrir. L'intensité de la souffrance de l'enfant, c'est ça qui donne la force à leur réalisation. Pour que ça se réalise tel qu'ils veulent. Il faut que l'enfant souffre avant de mourir. Vous imaginez encore, vous imaginez le satanisme des gens? Tous ces enfants qu'on enlève, vous imaginez ce que le karma que ces enfants traversent pour que la mort s'en suive après? On les fait souffrir avant de mourir. J'ai dit, j'ai suivi ce documentaire, j'ai eu la chair de poule. De grâce pour vous qui me suivez, partagez-moi le direct. J'ai vu ces enfants, j'ai appris, j'ai lu dans ce documentaire comment ces enfants, et j'ai pensé à mon peuple. J'ai pensé au Cameroun, les enfants qui disparaissent tous les jours. Ceux qu'on tue, on jette partout là, peut-être c'est différent. Mais ces enfants qui disparaissent, on ne revoit plus leur corps. On amène au palais, on les tue. Pour garder le pouvoir, comme ils sont en train de s'accrocher là. Et après, l'une des belles filles de notre chère ex-première dame a déclaré, quand elle avait des problèmes, il y a peut-être 2 ans de cela, aujourd'hui, 3 ans, je ne me rappelle plus. Elle a dit, je le dis parce que j'ai suivi, elle a dit que le palais était plein de fantômes. Il y a les fantômes dans ce palais. Donc, même si nous avons un nouveau président, ce nouveau président ne peut pas aller vivre d'où il y a ces fantômes-là. Il doit chercher. Peut-être on va transformer ce palais-là en musée au Cameroun. Parce que c'est un endroit invivable. Ce que les gens-là ont fait dans ce palais, c'est impensable et c'est même pas facile. Donc, il n'y a pas de compréhension à cela quand on va vous expliquer. Ce qu'ils ont fait, les rituels qu'ils ont fait dans ce palais. Les rituels qu'ils ont fait. Et n'oubliez pas, la première dame Jeanne meurt pourquoi? On dit qu'elle est entrée dans une chambre qui était une chambre de méditation de son mari. Elle a trouvé M. Biya en train de coucher avec une chienne. En train de coucher avec, de sodomiser le chien par derrière. Votre président, ex-président, parce qu'il ne l'est plus. C'est là où Jeanne a dit, elle n'a même pas eu le temps de parler. Elle a refermé la porte, elle est partie s'asseoir. En ce moment, c'était son arrêt de mort. Biya a décidé qu'elle ne pouvait plus vivre. Parce qu'elle était déjà une chrétienne pratiquante. C'était une catholique pratiquante. Comme Biya même a été élevé, c'est un ancien séminariste. Monsieur Biya, fils de catéchiste. Et alors, la même soirée, Biya a demandé qu'on lui cherche une infirmière. Parce que, étant diabétique, c'est sa femme qui l'injectait l'insuline tous les jours. Sa dose d'insuline, c'était sa femme qui le faisait.
il a compris qu'ici, là, avec ce que la femme a vu, ma vie est menacée. Je ne peux pas laisser qu'elle m'injecte. Il a trouvé une nouvelle infirmière. À partir de là, la vie de Chantal, la vie de Jeanne était menacée. Juste à ce qu'on la tue. Il la fasse tuer comme il a fait. En live, je vous le dis. En live, je l'ai dit souvent dans mes directs. Parce qu'il ne partait jamais dans les réunions de l'organisation de... Je ne sais pas, ça a changé de nom aujourd'hui, mais c'était l'ancienne organisation de l'unité africaine. Il n'allait jamais, il ne sortait plus. Mais ce jour-là, Bia est parti. Parce qu'il savait ce qu'il devait suivre après lui. Sa femme était... Et il y a un journaliste, je ne peux pas oublier ce monsieur. Pendant que les présidents étaient là, lui, il était focalisé sur monsieur Bia, sur le président Bia, qui ne faisait que regarder sa montre. Il ne faisait que regarder la montre. Et ce journaliste-là, ah vraiment mes frères, l'homme qui est assis en haut là, il est puissant. On vous dit qu'un crime n'est jamais parfait. Jamais. On ne peut pas rendre un crime parfait. Vous allez partir loin au fin fond de la bourse. Tu vas tuer quelqu'un là-bas, ressortir. Le moment viendra où on saura que c'est toi. Ce journaliste-là, je ne vous dis pas ce qu'on m'a dit. Non, j'étais focus. J'étais chez moi. Et je suivais la scène. Je suivais l'émission de ce président à l'extérieur. Je ne me rappelle pas si c'était au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Je ne me rappelle plus. Mais je sais que je suivais en live. Le journaliste a commencé par dire pourquoi le président camerounais ne fait que regarder sa montre. C'est ça, hein? C'est ça qui a montré que le monsieur, il s'attendait. En partant, il n'a pas laissé sa femme malade pour dire qu'il attendait qu'on lui dit qu'il attendait les nouvelles de sa femme. Non, il n'avait pas laissé sa femme malade. Le président ne faisait que regarder sa montre. Il baisse, il regarde sa montre. Le journaliste a attiré l'attention. Il a dit, pourquoi M. Bia, le président camerounais, ne fait que regarder sa montre comme s'il attendait une nouvelle? Mot à mot, comme je vous le dis là. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas lu. J'ai suivi en direct. Parce que j'ai aimé la scène politique depuis mon enfance. Je ne sais pas si j'avais en dessous de 22, 23 ans, de toute façon. Monsieur Bia, quelques minutes après que le monsieur a parlé, peut-être 30 minutes après, on est venu appeler monsieur Bia, il s'est levé, il est parti. C'est après, dans la salle, qu'on nous dit que on est venu, le président Bia vient de perdre son épouse. Donc, comme il était là, mais c'était même 1 heure de temps, après c'est eux qui regardaient la montre, qu'on vient nous annoncer que monsieur Bia vient de perdre son épouse chez nous. Donc, d'où M. Bia était en pleine convention avec les autres chefs de l'État, il attendait la nouvelle qu'on lui dise que le travail a été effectué. J'ai dit, moi j'ai toujours dit, il a tué sa femme en live. Ce journaliste le disait. Pourquoi ce président ne fait que regarder la montre? Pourquoi il ne fait que regarder la montre? Il le disait. Ce journaliste a déclaré, je ne sais pas de quel journaliste il était question, mais ce n'était pas celui qui est décédé que je suis souvent, M. Andra Mirado. Ce n'était pas lui. C'était un journaliste africain. Parce que le journaliste que je suivais le plus, c'était le Malgache, paix à son âme. Il est décédé aujourd'hui. Donc, on nous apprend là, c'est sur cette chaîne de télévision que nous, Camerounais, qui suivons l'émission, apprenons que Mme Jeanne-Irène Bia vient de mourir. Donc, il attendait. Sa manière de regarder était qu'on lui donne la nouvelle, que ça a été fait. Ou, toujours dans ce palais. Et vous pensez que c'est un palais comme ça, habité des zombies, des esprits des gens qu'ils ont tués, qu'on va venir se lever, dire qu'un autre président va venir payer le pot cassé. On va transformer ce palais en musée. Ils vont transformer cela en musée. Il faut chercher un autre plat pour loger le président de la République. Oui. Donc, quand nous devons aujourd'hui que ce monsieur n'est pas un monsieur pour être président, et c'est surprenant parce que c'est un fils de catéchiste. C'est un fils de catéchiste. C'est un ancien séminariste. C'est vrai qu'on dit tout ce qui brille n'est pas or. Un pasteur nous avait dit un jour, quand vous allez à l'église, faites attention de ceux qui sont là. Arrêtez de vous faire des amitiés avec ceux qui viennent là. Parce que ceux qui sont perdus là viennent dans la maison de Dieu chercher le peuple qui est droit. Moi, je trouve. Parce que je ne comprends pas pourquoi monsieur qui était un ancien séminariste, qui était même fils de catéchiste,
peut avoir les cadavres dans ses armoires de cette manière-là. Vous ne trouvez pas que c'est surprenant? Pour un monsieur, un président de la République, vous pensez qu'il aura pitié de qui? Une femme qui a épousé M. Biya, elle n'a pas épousé le président Biya. Une femme qui a épousé M. Biya. Et quand je lui dis qu'en Europe, c'est elle qui était de très bonne famille, quand il était en Europe, son père n'était que catéchiste. Or, cette femme sortait d'une très bonne famille à Yaoundé. C'est elle qui était bien nantie. Donc, c'est elle-même qui l'a d'abord hébergé pendant qu'ils sortaient ensemble. Il était étudiant. Et regardez le sort qu'il a réservé à celle qui a partagé sa vie pendant longtemps. Et regardez le sort qui a été réservé à cette dernière. Nous ne savions pas comment elle est décédée. Si on l'a aussi torturée, si on l'a fait, on ne sait pas. Mais la vérité est que tous ceux qui ont participé à cette mort, le pauvre docteur, qui était le docteur qui a déclaré qu'elle est décédée, le médecin légiste a été tué. Avant de mourir, elle s'est rendue. Son mari n'étant pas là. Elle s'est rendue. Elle a visité les religieuses, les sœurs de Dieu. Après sa mort, ils sont partis. Elle était partie là-bas avec les documents remettre à ces religieuses-là. Ils ont su. Ils sont partis menacer ces deux religieuses, tuer, violer même d'abord. Violer et tuer ces religieuses. Et quand ils n'ont pas eu le papier qu'ils voulaient, les religieux n'avaient plus aussi le document que l'ex-première dame les avait remis. Elles ont envoyé ce document chez Monseigneur Yves Punier, au nord. Elles ont dit qu'elles n'avaient pas le document. C'est où on a torturé, violé et tué. Elles ont dit qu'elles ont acheminé, parce qu'ils ont fouillé toute la maison, dessus. Ils n'ont rien trouvé. Elles ont dit qu'elles ont acheminé les documents au nord, chez le nord apostolique qui était là-bas. Monseigneur Yves Punier. Ils sont arrivés. Ils ont tué Monseigneur Yves Punier. Ils ont récupéré le document. Regardez les cadavres, hein? Regardez le nombre de morts. Et ça ne s'arrête pas là. Les sœurs, les femmes, comme on appelle parfois les femmes, c'est les femmes des anciens de l'église, les femmes charismatiques qui étaient à l'église, qui ont lavé cette dame. Oh Seigneur Jésus, pour ton bon travail, par amour que tu le fais, elles ont laissé leur vie. Les dames qui ont lavé cette femme à l'hôpital, les dames apostoliques qui ont lavé cette femme à l'hôpital, habillées, comme son corps était peut-être criblé de balles, elles ont vu, on les a tuées. Donc, que ce soit le médecin légiste, les sœurs, les religieuses, les sœurs de l'église de l'église qui ont lavé, qui ont habillé Jeanne, les religieuses, Monseigneur Yves Punier, ça continuait avec son neveu. Ce neveu, elle a fait un voyage avec M. Biya pour l'Europe. Ils ont été invités par le roi de la Belgique. Au moment de sortir, je pouvais dire comment ce monsieur est cruel. Excusez-moi de revenir dessus. Au moment de sortir, Jean savait que sa vie est menacée. Et elle en a parlé à son neveu qui était aide du camp, M. Motazé. Elle a dit que d'où je suis là, ce type va me tuer. C'est pour ça que quand on dit souvent que les femmes, peut-être elle aurait même empoisonné. Il était imprudent, il savait que c'est un démon. Elle a dit à son neveu, ce monsieur veut me tuer. Et elle ne voulait plus rentrer au Cameroun. Mais si c'était une comme moi, c'est mon cadavre qui allait entrer dans l'avion pour rentrer. J'allais dire non. J'allais me battre jusqu'à... Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle ne rentrait pas. Bien, elle a dit que tu vas sauf que rentrer. Sinon, voilà. Elle est arrivée en Europe. Elle est rentrée dans l'avion. Elle faisait un boucan terrible. Même étant avec le roi belge, elle faisait un boucan terrible qu'elle ne rentre plus. Ça vient menacer auprès de ce monsieur. Mais elle a dit à son cousin, à son neveu, qui était M. Motazé, le grand frère du Motazé, qui est aujourd'hui ministre des Finances. Son frère aîné. C'était lui qui était l'aide de camp de M. Biya, son aide du camp. Donc, ils sont, comme Dieu a forcé, elle est revenue au Cameroun. C'était son dernier voyage. C'était son dernier voyage officiel avec son mari.
Donc, il fallait en finir avec elle immédiatement. Et quand elle meurt, Monsieur Bia, le démon, donc c'est un monsieur qui est assis avec les cornes comme ça, là. Là, tu en es tuement. Les cornes sur sa tête comme ça. Parce qu'après le décès de cette femme, voilà son neveu qui est toujours aide du camp. Il n'a pas confiance. Il décide aussi d'assassiner son neveu. Il a pris le dernier repas avec monsieur Moutazé. Ils ont pris le dernier repas ensemble. Il envoie Moutazé faire une course en Vomeka chez lui. Lui, il n'est pas dans Vomeka, ils sont dans Konolinga. Il envoie, tu dois aller en Vomeka, tu dois aller en Vomeka me faire telle course. Sachant que c'était pour aller mourir. Ils s'assoient ensemble, ils prennent le dernier repas ensemble. C'était un repas d'adieu. À la seule différence que lui, Bia savait que c'était un repas d'adieu. Pourtant, monsieur Moutazé n'était au courant de rien. Il s'est levé pour aller faire la course du chef de l'État. Il est parti mourir. Accident maquillé. Ils l'ont tué sur la ligne. Il a clôturé ceux qui sont morts dans le dossier Madame Jeanne Hélène. Pour ne pas ajouter bien sur son nom, son meurtrier. Donc, un monsieur comme ça, il a des milliers de cadavres dans son armoire. Ce que Bia a tué n'atteint pas ce que Ahidjo a fait pendant le maquis, où on disait qu'il a tué les panafricains, il a tué ceux qui étaient en train de revendiquer l'indépendance. Mais ça n'atteint pas, Bia n'atteint pas Ahidjo. Parce que quand il faut seulement graisser, regarder ce côté, regarder nos frères, les soldats nordistes, c'est grave. Et il n'est pas à la fin. Tu es en train de tuer aujourd'hui à son nom. C'est son pouvoir qui est en train de tuer. Et je vous dis, quand tu es président quelque part, comme il est encore président pour certains, pour moi, il ne l'est plus. Est-ce que tu incarnes, il incarne la personne morale de ces gens-là? Vous pensez que si on dit de punir un crime à la CPI, à la Cour, comme les gens disent, oh, nous n'avons pas ratifié cela, vous allez voir la vérité, que même quand on ne ratifie pas, nous connaissons les présidents qui n'ont pas ratifié, qui se sont retrouvés là-bas. Vous pensez qu'on va chercher d'autres petits soldats là, qui sont même en train de tirer là? Ils peuvent s'en sortir peut-être. Qui va porter le chapeau là? Monsieur Bia et son gouvernement. Il faut seulement retenir tous ces commandants de brigade, tous ces soldats. Si vous connaissez un soldat qui a tué, mettre le nom. Parce qu'il y a les listes. Il y aura en ligne. Et beaucoup de Camerounais sont en train de travailler dessus. Donc, ce n'est pas le président camerounais qu'on pense que, quand je compare les autres, oh, monsieur Bia, c'est un démon. Si ce n'était pas un démon, il ne devait plus être là. Il ne devait plus être dans cette gestion. Quand on travaille, il a envoyé combien de personnes en retraite dans son gouvernement? Yo, Asinga retraite nous quoi? Asinga retraite nous quoi? Il ne part pas à la retraite, pourquoi? Combien sont partis dans... Oh, Seigneur Jésus. Une minute, je vous en prie. Allô? Oui. Je suis en direct. Je t'ai envoyé le lien. Oui, le lien. Ok, tout à l'heure, je suis en direct. Sur WhatsApp. Alors, un monsieur, comme on dit président de cette envergure-là, avec tout ce qu'il a fait comme gaffe dans notre pays, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a tué, des personnes qu'il a tuées, on ne peut plus continuer à faire confiance à ce monsieur. Il continue à tuer jusqu'aujourd'hui. Il n'a rien fait. Il n'y a aucun côté où bien excelle. Pour dire qu'au moins le côté-ci, il excelle là-bas. Parce que le peuple camerounais qui s'est donné la paix, hein, de ne pas le suivre, hein, ce n'est pas M. Bia qui nous a donné la paix, je vous en prie. C'est le peuple camerounais qui s'est donné cette paix-là. Pas M. Bia. M. Bia ne nous a pas donné la paix. Alors, M. Bia, il excelle dans quel domaine? Il excelle où? Moi, je ne comprends pas. On va dire que M. Bia excelle quelque part. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a tué le peuple. Imaginez un seul instant.
On parle de la démocratie. Les gens se lèvent pour dire que nous allons marcher. Nous allons revendiquer les droits. C'est aujourd'hui que Biya comprend qu'il a échoué, qu'il va forcer les gens à supporter pendant qu'il a échoué depuis le matin. C'est aujourd'hui. Il a les cadavres à son acquis. Même l'affaire de... S'il faut même revenir derrière, j'en ai tellement beaucoup dans ma tête que je ne sais pas par où commencer. Que ce soit même le truc de Lagnos où ils ont payé des milliers pour aller mettre les bombes pour essayer au Lagnos et tuer les Camerounais dans leur sommeil. Il y a nombreux. Il y a beaucoup de choses, je vous en prie, je m'en excuse. Il y a beaucoup de choses que ce monsieur a fait que nous ne supportons plus. On ne veut plus de ce pouvoir. Qu'il libère le plancher, qu'il parte. Nous sommes fatigués de son pouvoir. Les gens se lèvent. On dit que, ok, voilà, nous avons un pays, nous n'avons rien. Et ce qui est bizarre est que tous ces ministres vont à l'Occident, ils viennent ici régulièrement. Ils voient dans les pays comment les gens ont les routes, les axes routiers. Comment les gens, quand ils sont malades, ils viennent se soigner dans les hôpitaux ici. Mais nos hôpitaux, il n'y a rien. Une femme accouche 3, elle perd les 3 enfants, faute de couveuse. Autant de choses. On va commencer par où? Et terminer où? S'il a échoué, pourquoi ne pas disposer pour que d'autres aujourd'hui continuent le travail? Essaie de nous amener d'où il ne nous a pas amenés. Pourquoi il ne le fait pas? Et il le gère d'une manière lâche. Il a compris qu'en arrêtant ses concurrents politiques, il atteint le paradoxe. La fois dernière, en 2018, pendant les élections, c'est le président Maurice Kamto qui les ont arrêtés. Avec toute son équipe, les jetés à Kondengui. Dans quel pays ça? Quand on veut parler de la démocratie, Biya parle de la démocratie. D'aucuns disent que oh, il nous a donné la démocratie. Je répète à ces personnes-là que Biya ne nous a pas donné la démocratie. Hein. La démocratie s'est imposée au Cameroun. Hein. Le multipartisme s'est imposé au Cameroun. Hein. Biya ne nous a rien donné, je vous en prie. C'était pendant le vent de l'Est, la Prétoriska, le printemps arabe, que tous ces gens-là, les choses ont changé. Vous entendez que le mur de Berlin est tombé. C'est ça qui a continué jusqu'à chez nous en Afrique de l'Ouest. Donc, que les gens arrêtent de dire que Biya nous a donné. Biya nous a donné à porter. J'entends les gens qui disent, sans lui, on ne devait pas avoir le multipartisme. Il nous a rien donné. Ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Et bien qu'il a donné, sans péché qu'il nous mate, en 90, nous étions debout. Ils nous ont maté en 90. Moi, je dis, j'embrasse cette scène politique camerounaise par rapport à un courageux, un monsieur Bafang, Célestin Monga. Il était fatigué. Comme on dit que les Bafangs sont les disjonctés. Nous acceptons, nous assumons, parce que j'en suis une. Ce monsieur, il s'est levé, il était fatigué de vivre tout ce qu'il vivait. Il a fait une lettre au président de la République. Lettre ouverte à monsieur le président Paul Biya. La lettre de Célestin Monga. Mais c'est devenu c'était comme une bombe dans le pouvoir. Ils l'ont appréhendé à Douala. Ils l'ont arrêté. C'est le jour de son procès, quand ça parlait, parce qu'on a dit, mais quand même, si quelqu'un a quelque chose à dire, il a fait une lettre, qu'est-ce qui était de mauvais? Il a pris les armes pour aller tuer, qu'a-t-il fait? Rien de mauvais. Il a fait une lettre à M. Biya pour montrer comment sa gestion ne marche pas, pour montrer ce que nous avons besoin au Cameroun, pour montrer ce qui ne tourne pas dans ce pays, ce qui est normal en tant que citoyen d'un pays. C'était une lettre ouverte et polie, je vous en prie. Malgré cela, il a été appréhendé, jeté en prison. C'est lors de son procès, ça parlait. À l'époque, moi, j'habitais à Yaoundé avec mon époux et mes enfants. Je suis arrivée à Douala, chez mes parents, peut-être pour les vacances. Alors, ça parlait partout, la lettre ouverte à monsieur, au président, la lettre ouverte au président Biya par Célestin Monga. Et son tribunal passait aux grandes instances à Douala. Beaucoup de gens sont partis le soutenir et je fais partie de ces personnes-là. Nous sommes partis nombreux.
Voilà comment, étant déjà attiré par la chose politique, parce que je lisais beaucoup, et je suivais beaucoup, donc je me suis levée pour la toute première fois pour aller soutenir ce monsieur de Célestin Monga. Je crois peut-être qu'il avait été libéré. Et ça arrivait toujours. Les choses sont arrivées au Cameroun au même moment. Ça arrivait toujours les périodes. Avant ça, il y avait des gars comme notre avocat qui venait de mourir. Pourquoi j'oublie ça? Le papa Douala qui vient de mourir là. Il était déjà en prison. Quand tu voulais lever, parler du multipartisme dans ce pays, ou bien parler de la démocratie, ou bien aller à l'encontre du pouvoir, voilà le pouvoir de bien, on t'arrête, on te jette en prison. Monsieur Maître Yondo Black, il était déjà en prison. Monsieur Anissé Ekani qu'on arrête aujourd'hui, il était en prison. Donc pour lui, il a dirigé ce pays avec un bras de fer face à ses compatriotes. Monsieur Anissé Ekani était en prison. Monsieur Pius Ndiawe était en prison. À l'époque, c'était le responsable de Messager. Était en prison. Il y a beaucoup de gens qu'ils avaient arrêté. Il ne fallait pas lever la tête face au pouvoir. Tu es fini. Voilà comment M. Biya a commencé à diriger les Camerounais. Que taisez-vous, supportez, avalez, ne parlez pas. Barricadez-la. Fermez-la. Voilà la gestion de M. Biya. Voilà la gestion de M. Biya. Un homme qui est arrivé, on va se lever, c'est un démocrate, c'est un ceci. Vous connaissez ce qui veut dire démocrate? Il a apporté quoi? Je vous dis que la démocratie s'est imposée au Cameroun. Et malgré qu'elle s'est imposée, elle était trop avancée. Parce que malgré la période de cette démocratie-là, il y avait des gens en prison parce qu'ils ont parlé. Quand je vous fais savoir que la démocratie va de pair avec la liberté d'expression. Il arrêtait toujours. Donc, il a continué. Donc, c'est ce qu'il a toujours fait dans sa gestion. Arrêter les gens, les jeter en prison pour rien. Parce qu'ils ont parlé. Parce qu'ils ont revendiqué quelque chose de droit. Imaginez un seul instant. Même, et je ne sais pas, ce que je ne comprends pas, ce sont les Camerounais. Parce que les Camerounais avaient atteint un degré que ceux qui se lèvent, qui tirent sur ce monsieur, je ne sais pas si c'est nous-mêmes qui ne sommes pas, je ne comprends pas. Quand je vois le monsieur Jean de Dieu Momo, qui est ministre de la Justice aujourd'hui, avec le ministre délégué à la Justice aujourd'hui, je suis surprise. Parce que nous étions dans l'opposition avec monsieur Momo. Nous nous souvenons des 9 disparus de Bepanda. Monsieur Momo était un opposant convaincu. Je ne savais pas que tous étaient des ventrolos. Chacun cherchait, avait faim, il voulait manger. Il n'a pas honte. Jean de Dieu Momo était un opposant. C'est lui qui avait pris, ensemble avec Maître Pensi. Je ne peux pas oublier. Ce sont eux, après le commandement opérationnel, ce sont eux qui avaient pris le dossier des 9 disparus de Bepanda. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas où on a enterré ces gars. Nous ne connaissons pas ce qui s'est passé. Un dossier qui était entre les mains de M. Jean de Dieu Momo, ministre délégué aujourd'hui, et Maître Pensi, qui est actif aujourd'hui au barreau du Cameroun. Les 9 disparus de Bepanda sont où? Chaque fois quand il veut trop parler, je lui pose la même question. Allô? Allô? Oui, je n'ai pas fini le dos. C'est parce qu'il y avait un truc qui manquait dans mes trucs là. C'était les petites boîtes comme les menthols là. C'est le bon français. Je voulais demander si tu avais ça. Ou c'est oublié chez la fille de l'autre là-bas qu'elle regarde. Bye bye, bye bye. Je partage le truc, je suis ça. Non, si on t'appelle, non, je ne réponds pas, je coupe. Vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, avec tout cela, vous m'excusez, pardon. Avec tout cela, avec tout ça, ces gens-là, aujourd'hui, M. Momo est confiant, il s'assoit,
Il parle, il soutient ce régime. C'est pour ça que je ne vais jamais faire un direct sans parler du syndrome de Stockholm. Il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les gens qu'on a torturés. Il se disait, monsieur Jean de Dieu Momo était parti en tant que candidat, candidat aux élections présidentielles. Il est même parti vouloir battre campagne à 100 Milima. À l'époque, on l'a même chassé. Il a dit que c'est à 100 Milima qui commence sa campagne. Aujourd'hui, il vénère ce pouvoir. Les gens qui servent ce pouvoir. Il sert ce pouvoir. Je reviens encore. Nous allons voir Maître Tchunga. Maître Tchunga, aujourd'hui, tous les trucs du président. S'il te plaît, tu peux mettre la clé. Tous les trucs des présidents, tout ce qui regarde le pouvoir, M. Tchunga est là pour défendre ce pouvoir. Vous vous rendez compte? M. Tchunga, lors des années 90, Maître Tchunga, nous étions dans la révolution ensemble. Nous étions dans la révolution ensemble. Il était avec nous. Papa, c'est Saint-Germain, mais papa, il vient d'arriver. Pour lui, là, ça ne vaut même pas la peine. C'est la souilleuse. Mais encore les autres. Monsieur Tchunga était avec nous. À l'époque, lors d'une marche de la révolution, quand on parlait du directoire des partis politiques, il a été appréhendé avec mon président, qui était le premier président de l'INDP, le vrai et le seul qui assurait, M. Eboa Samuel. On a arrêté, il a été appréhendé. Tabassé, je vous l'ai dit même lors de mon ancien direct, ici, il y a 2 directs aujourd'hui. Tabassé à la brigade du port à Douala. Après, le père Sopop les a reçus tous dans sa clinique à Bouna-Prison. Lui qui était clair de peau, la peau de M. Tchunga que les gendarmes ont touché était devenue rouge. Rouge. Mais aujourd'hui, il ouvre la bouche. Il vénère ce régime-là. Tu ne peux même pas ouvrir la bouche concernant le régime de RDPC à M. Tchunga. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est terrible. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, là, tous ces gens qui se sont levés hier, dans les années 90, ils ont rejoint le pouvoir. Qu'est-ce qui a changé dans ce pouvoir-là? Qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien n'a changé. Mais ils se sont mis à vénérer le pouvoir, les Momo et autres. Donc, on va me dire aujourd'hui que est-ce que M. Tirouma n'était pas un opposant? C'est différent, le cas de M. Tirouma. Parce que je vous dis que M. Tirouma a fait 7 ans de prison. Le président Tirouma a fait 7 ans de prison, torturé, et pas des prisons comme de Belle ou Kondengue, où vous partez visiter les gens en bon escient. Non, c'était des prisons politiques. Torturé. Quand il sort de prison, nous sommes ensemble, nous militons ensemble dans l'UNDP, où il avait un père papa qui était mon voisin au quartier à Lebel, le père Tanko Hassan, qui les encadrait comme ses fils, parce qu'à l'époque, il résidait à Douala, il était ingénieur à la régie Fécamp. Mais comme c'est devenu après une affaire de nordistes, ne sachant pas qu'on avait seulement utilisé malgré que M. Bello était au nord, il continuait à servir le RDPC par personne interposée. M. Biya lui donnait 15 millions régulièrement. Donc, il est venu avec pour but de détruire l'UNDP, qui était la deuxième force politique. Et Bello a réussi. Les Timon Maxis étaient avec lui, ne savaient pas ce qui se passait. Ils l'ont suivi. Pourtant, M. Tiroma, après avoir fait 7 ans de prison, il est sorti de prison. Il a rejoint l'opposition. Et dans un parti politique, quand ils ont arraché ce parti à mon président, ils sont partis. Arrivés là-bas, vous connaissez, ils sont avec Bello. Eux, ils ne savent pas que Bello travaille avec le RDPC. Et ils ont fait un gouvernement du Nord parce qu'à l'époque, lors des législatives,
Le RDPC a quand même, le UNDP a eu quand même 56, je crois 56 ou 54 élus. Donc, ils étaient ensemble. Les problèmes ont commencé, les divisions dans le parti, où ils se sont même encore séparés. Ah oui, je le dis régulièrement que le général Lasso faisait pipi dans sa bouche, ça c'est clair et net. Nous le savons. Même ce qu'il a dans la bouche, ça, ce sont les dentiers. Ils l'ont arraché tous les dents. Les gens qui tuent Signé aujourd'hui, je suis désolée, parce qu'il en a payé le pot cassé pour ce pouvoir. Monsieur Tibouma a payé. Tu rentres, tu es en prison, tu as fait 7 ans, tu n'as rien devant toi. Tu entres dans un parti politique. Et après, quand on te dit qu'on te copte pour aller travailler, tu as des enfants à élever. Tu as une femme à nourrir, tu as des enfants à élever. Après 7 ans, tu n'as rien fait. Tu vas faire comment? Et aller travailler dans ce gouvernement. Moi qui vous parle là aujourd'hui, quand on dit que je vais travailler dans le gouvernement et que je suis au Cameroun, je ne fais rien. Je n'ai pas d'entrée d'argent. Je n'ai rien. Le gouvernement, ça appartient à Paul Biya. C'est le gouvernement camerounais. À toi d'aller servir ton gouvernement comme le professeur Moïse Kamto a servi le gouvernement. Tu ne peux pas servir une personne. C'est comme ça que M. Tibouma est entré dans ce gouvernement. Mais vous pensez que 7 ans qu'on l'a privé, c'est des choses qu'on oublie vite? Vous pensez que ça s'oublie? Il a servi, il a souffert 7 ans. Il a payé de sa vie. 7 ans. Même te priver de ta liberté pour 5 jours seulement. Imagine. Vous comptez 7 ans. 365 fois 7. Chez nous. Il a fait. Il est sorti. Comme M. Biya, à l'époque, pendant sa gestion, c'est le monsieur divisé pour mieux régner. Ils ont utilisé les tactiques divisées dans l'UNDP, tout ça. On a pris Bouba ici, on l'a pris là-bas, tout ça. Ils étaient divisés avec les Amadou Moustapha. Ils étaient tous divisés. On a pris chacun dans son domaine. Et alors là, quand Biya divise comme ça, il te prend, il te met là, il te met là. Il sait qu'il vous contrôle. Il est le roi feignant. Il les contrôle. C'est ce qui s'est passé. Alors, ceux qui disent aujourd'hui, oh, vous le supportez parce qu'il n'a pas servi, il n'a pas servi. Si c'est moi, comme un guide de scène, c'est mon pouvoir. Si je n'ai pas, d'autres pouvaient refuser parce qu'ils ont leur entrée d'argent. D'autres pouvaient refuser parce que les femmes sont bien installées, elles travaillent, elles peuvent s'occuper des enfants et tout. Mais toi, tu n'as rien, tu n'as pas d'entrée d'argent et le gouvernement n'est pas plus. Aïdjo qui a donné ce gouvernement à M. Biya là, s'il fallait regarder ça, Aïdjo est où? Le gouvernement là appartenait à Biya. Ça n'appartenait pas à Biya. Autant avant Aïdjo, il y a M. André-Marie Bida. Donc arrêtez de dire que quelqu'un a travaillé dans ce pouvoir-là et il a servi. Non, 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 non. Tu peux travailler dans le gouvernement sans servir le gouvernement. J'en viens. Mais on dit, Biya a voté où? À Bastos. Avec la majorité de ses membres du gouvernement, ils ont voté à Bastos. Et là-bas, Biya a perdu à Bastos. Ça veut dire que même ces membres du gouvernement ne l'ont pas voté. Oui. Même ces membres ne l'ont pas voté. On a trouvé que c'est trop, c'est trop. Donc ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Tu pouvais travailler avec tu peux travailler dans le gouvernement. Les gens travaillent dans ce gouvernement, ils n'ont jamais vu le président Biya. Même de près à côté, ils connaissent seulement qui est un président de la République. Alors pourquoi tu vas refuser cela? Pourquoi vous allez juger quelqu'un parce qu'il a travaillé dans le gouvernement? Non. Aujourd'hui, il vous a prouvé. Il va vous montrer ce qu'il sait faire et ce qu'il est capable de le faire. Et regardez comment ce gouvernement utilise les gens. Hein. Ils ne sont pas bêtes. Même s'ils restent n'importe comment, Biya sait que la cicatrice de 7 ans de prison de Tibouma ne partira jamais. Alors pour le crouler, il lui donne la communication, le ministère de la communication. Sachant qu'il y a des choses que M. Tibouma doit parler. Quand tu travailles au gouvernement, tu es ministre de la communication. Mais ça, tu dis ce qui est pour le gouvernement. C'est d'abord là le problème. On ne lui a pas donné ce ministère pour rien. Parce qu'on sait qu'il a ses grands culs et un jour, il a quand même les ambitions. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui en prison. Amidou Marafa n'est pas en prison parce qu'il a volé, parce qu'il a détourné l'avion. Non. Aminou Moustapha est en prison parce qu'il avait les intentions d'être président. Et les intentions, comment? Que M. Biya l'a convoqué et lui a fait savoir que quand je ne serai pas là,
tu vas être président à ma place, je vais te passer le pouvoir. Il fallait que quand tu lui dis ça, tu lui répondes que non, président, je ne suis pas intéressé. Ça n'a pas été le cas de M. Marafa. Il lui a dit, OK. Il a dit, ah bon, hein, donc tu es là comme ça, c'est ton plan. Et voilà comment on a tout fait pour le jeter en prison. Chercher une affaire d'avion ou quoi que ce soit qui n'a rien à voir. Juste à ce que sa chère épouse meure, il est demandé même que moi, que j'aille rendre un dernier hommage à ma femme. On a refusé. Un gouvernement de démons. Des démons. Oui. Tous les concurrents politiques, il les met en prison. Avant les résultats des élections, vous pouvez m'expliquer la raison pour laquelle on est parti ramasser M. Anissé Ekane, j'étais en prison. Nous l'avions vu lors des trucs la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était lors du Conseil constitutionnel, quand le président Maurice Kamto avait déposé plainte. C'était plaint, pardon. Monsieur Anissé Ekane n'est pas en santé. Nous l'avions tous vu. Il n'est pas en santé. Mais ça n'a pas empêché que ce pouvoir vienne l'arrêter. L'arrête et le jette en prison dans les conditions de santé qu'il s'est trouvé là. Avec une santé fragile. Monsieur Ndiagam Tchamene, parce qu'il a supporté Issa Tirouma, on vient l'appréhender. On jette monsieur Ndiagam Tchamene en prison. Pourquoi? Il est en prison pourquoi? C'est là le problème. Donc, ils décident d'arrêter les gens jetés en prison quand bon leur sang. Parce qu'ils voulaient étouffer la population de ne pas sortir. Ils sont partis arrêter le professeur Abaouno. J'étais en prison. Ils voulaient là-bas se rendre à Garoua. On l'empêche d'entrer. Comme j'ai vu aujourd'hui le cas de M. Messaga Nyamdi, le professeur Messaga Nyamdi, ancien membre du comité central. Les gars qui se sont vertueux pour protéger, pour parler pour bien aujourd'hui. Voilà leur récompense. Parce qu'ils ont dit non à l'équipe qui est en train de gérer à la place de M. Bia, vous allez payer. Mais ça gagne dit. C'était toi. Il y avait Atiba Yemi. Il y avait le professeur Onangini. Il y avait Messanga Nyamdi. Les trois là. Membre du comité central. Et c'était l'aile progressiste du RDPC qui voulait changer la donne en disant que les vieux, ce que ce monsieur-là, moi je pense que c'était même une idée géniale. Mais les vieux-là les ont montré qu'ici, là, et en plus, les sectes avaient dominé tout. Nous avons vu notre frère Ateba Aimé, paix à son nom, le jeune qui avait l'avenir politique, qui avait tout. C'est comme ça qu'il tue nos enfants pour rien. On a tué ce jeune pour rien. Et il a déclaré, il a dit, il a écrit son livre et il a dit, oh, il a été convoqué par le ministre de la Justice, Laurent Esso. En partant, Laurent Esso lui a donné 200 000. Les frais de taxi, il a pris. Et il voulait après un prochain rendez-vous pour qu'il lui donne son derrière. Le gars a compris qu'ici, là, les gens se me prennent pour qui. Il a commencé à écrire des textes et des histoires pour les sectes et tout qui se passent au Cameroun, tel que Edouard Titus l'avait fait quand il est sorti de prison. Je ne sais pas s'il a commencé ses écrits en prison ou pas. Nous avons vu ce qui a mené au décès de ce jeune. Ateba Aimé, quand il mourait, il était l'unique fils à sa mère. C'est le moment où on n'a pas mis l'heure, elle a suivi son fils. On a tué cet enfant à la fleur de l'âge, ce monsieur à la fleur de l'âge, jeune, qui avait la matière grise, qui pouvait nous apporter un plus pour l'émergence de notre pays. Ils n'ont pas pensé à cela. Ils l'ont zigouillé. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ils sont restés deux. Mais Sanga Nyamdi et Onangini. Les rumeurs ont couru que c'est l'un des deux qu'on a envoyé parce que lui, c'était un poison. Le gars était prudent. Il savait que d'où il est là, on ne peut pas. Mais est-ce que tu vas être prudent? Il avait oublié la règle qui dit que Seigneur, protège-moi de mes ennemis, de mes amis. Mes ennemis, je m'en occupe.
ses amis, un l'a empoisonné. Il est mort comme ça. On a accusé le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a utilisé l'un des deux, mais ça va pour ce l'un d'eux. Il l'a empoisonné. Et ça a été le pauvre Rose était là. Le gars est parti à la fleur de l'âge. Vous avez vu ce pouvoir? Vous avez vu un pouvoir qui tue les cerveaux, qui tue la relève, qui détruit la jeunesse. C'est un pouvoir. Vous voyez un peu ce que ça coûte au Cameroun? Oui, ils sont nombreux comme ça. Quand on prend les jeunes, on enferme aujourd'hui. On prend les papas, on enferme. On prend les jeunes, on tire sur eux. Et vous voulez quel pouvoir? Ce pouvoir-là, Biya est tombé. L'ex-président Biya. L'ex-président Biya, il n'est plus président du peuple camerounais. Il est parti. Qu'on laisse le Cameroun avoir un nouveau président et qu'il vienne nous montrer ses compétences. S'il vient, il veut faire la même chose. Nous allons nous lever sur lui. Nous allons nous lever sur lui. Biya a exagéré. Et pour un monsieur, je dis, je reviens, je vais revenir derrière chaque fois. Pour un pouvoir qu'on t'a donné, cadeau pour la nation, cadeau, Biya n'a jamais été élu. Oui, parce que même le multipartisme vient au pays, c'est après 92, là, les élections, il a voulu affronter. En 2018, il vole à M. Kanto. Il a été élu quand? Parce qu'avant ça, c'est le parti unique qui part de l'INC au RDPC en 87 à Bamenda. Il n'a jamais été élu. Le cadeau, le pouvoir lui a donné que Paul Andasio prend. Il n'a jamais été élu. Et tout, regardez, mes chers amis, avant que les élections ne soient, nous avons eu dire ici partout qu'ils ont fait venir les gars de l'Inde pour venir faire les incantations par rapport aux élections. Est-ce que ça a leur payé? Je pensais que les gens de l'Inde sont venus comme ça. Tu vas entrer au bureau, peut-être à l'isoloir avec le bulletin de Tiroma. Tu vas confondre, mettre le bulletin de Biya. Mais ça a tapé pour tout. On a élu Tiroma. Dans les millions. Quand il s'agit de leur pouvoir, ils dépensent un argent. Quand vous entendez le montant, ça vous donne les mots de tête. Ils dépensent un argent malade. Quand il s'agit de leur pouvoir, ils dépensent un argent malade. Ça, c'est leur pouvoir. Donc, c'est ça, M. Biya. C'est ça, M. Biya avec le Cameroun. Il est parti chercher des gens pour venir attacher ici, attacher là-bas. Ça n'a pas donné. On t'a donné un pouvoir cadeau. Quand nous regardons le Sénégal, comme je disais dans l'un de mes directs, quand vous regardez le Sénégal, quand M. Haïdjo confie le pouvoir à M. Biya, qui est président au Sénégal? M. Abdou Diouf. Non, M. Sédar, Léopold Sédar Senghor, qui est président en tant qu'un homme chrétien. Au Cameroun, il y a un musulman. C'est comme si les deux pays se sont entendus. Le chrétien qui est au Sénégal passe le pouvoir à un musulman. Donc, M. Senghor passe le pouvoir à Abdou Diouf. Et au Cameroun, le musulman passe le pouvoir au chrétien. Donc, M. Amadou Ahidjo passe le pouvoir à M. Paul Biya. Quand vous regardez ces pays, et c'était les mêmes périodes, hein? C'était les mêmes périodes. Quand vous regardez ces gens-là, est-ce que vous pouvez compter combien de présidents il y a eu jusqu'à aujourd'hui au Sénégal? Parce qu'après, il y a eu Maître Abdoulaye Wade. Après Maître Abdoulaye Wade, il y a eu Macky Sall. Après Macky Sall, il y a un autre président là maintenant. Biya est toujours là. Yondoui, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et il va encore rester 7 ans. Donc même le président sénégalais qui est là, si on fait les prochaines élections, il perd. Un nouveau président va venir trouver que Biya est là. Non, vous avez tapé pour tout. Ça ne va pas aller comme ça. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher, monsieur.
Vous qui voulez diriger à sa place là, vous allez seulement trouver des oiseaux pour diriger, pas les Camerounais. On n'aura pas de paix au Cameroun. Pourtant, nous voulons la paix chez nous. Vous ne voulez pas nous donner la paix? Parce que ne pensez pas que vous êtes en train de tuer les enfants comme ça là pour rien, vous n'allez pas payer. On t'a donné un pouvoir cadeau. Et un monsieur, je ne sais même pas sur quel critère monsieur Ahidjo s'est basé pour choisir monsieur Biya qui était son successeur. Je ne sais pas. Et d'aucuns disent qu'il a été imposé par la France. Peut-être c'est vrai. Parce que quand on regarde sur quel critère on s'est basé, c'est sur quoi? L'économie? Quoi? Parce que et avant cela, il était gouverneur, il était premier ministre, il était directeur du cabinet civil, secrétaire général à la présidence. Il a fait toutes les fonctions dans ce gouvernement. Donc, c'est quelqu'un qui était supposé connaître la gestion de ce pays. C'est quelqu'un qui était supposé connaître que j'ai travaillé avec un monsieur qui luttait. Parce que la chose primordiale de monsieur Ahidjo, c'était lutter d'abord contre la corruption et les détournements. Tu ne pouvais pas. Je vous ai dit que ces ministres sont morts pauvres. Tu pouvais te mettre au pour détourner. Ahidjo lui-même avec quoi? Un monsieur patriote. Il a montré son patriotisme partout. On dit que dans les années 70, j'ai suivi encore un documentaire là. Dans les années 70, le Cameroun était en tête. On vous dit que le Cameroun venait en aide à la Corée. Qui est aujourd'hui, qui a émergé aujourd'hui. Qui a émergé aujourd'hui, dont le président Biya nous promet l'émergence en 2035. Le Cameroun était au top avec le président Amadou Ahidjo. Partout où il pouvait passer. Et c'est un monsieur qui n'a pas fait tellement les grandes études. On dit qu'il a fait les études il a un brevet d'études supérieures, c'est tout. Mais ce monsieur a géré ce pays sur tous les domaines, il excellait. Quand on a parlé de l'Organisation de l'Unité africaine, on voulait regarder ceci. Et partout, il n'était pas le seul. Il n'était pas qu'il était vieux. Hein? Il n'était pas le plus vieux des autres présidents. Il y avait le Paul Sédar Senghor qui était là. Il y avait le père Houphouët-Boigny qui était là. Donc, ce n'étaient pas les enfants. Qu'ils étaient ensemble. Et ces vieux, les Kérékous étaient vieux. Donc, ce monsieur, quand on a voulu mettre l'Organisation de l'Unité africaine, monsieur Amadou Ahidjo a exigé que ce soit un Camerounais qui soit secrétaire général à la personne de Zo Ekangaki. Zo Ekangaki, secrétaire général de l'Unité africaine. Il y a eu des petits trucs qui se sont passés. Machin, Ahidjo a dit que jamais. Les autres veulent remplacer, il dit que non. Je pense qu'après, était Kimomala m'a remplacé, si j'ai bonne mémoire. Ils se sont assis, ils ont dit qu'ils vont faire une compagnie aérienne africaine. Je vais seulement me répéter parce que ceux qui me suivent m'ont déjà suivi, m'ont déjà entendu parler de cela. Ils ont dit qu'ils vont faire une compagnie aérienne. Voilà où l'idée de Air Afrique est née. La personne qui a mis plus d'argent dans Air Afrique était monsieur Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun. Uni du Cameroun. Il a mis l'argent. Et pour commencer, la direction de Air Afrique se trouvait où? Au Cameroun, chez nous. La direction était au Cameroun. Il a imposé cela là-bas. Et en dehors d'imposer la direction là-bas, le président Amadou Ahidjo voulait encore prendre la direction générale, que ce soit un Camerounais qui soit directeur général. C'est là où le père Houphouët et le père Sédar Senghor lui ont dit que non, papa, c'est quoi? Ce n'est que toi. Toi seul, on a pris la direction générale, on met chez toi. Tu veux encore qu'on te donne le directeur général? Non! Il a compris qu'ils avaient raison, il est resté tranquille. Mais la direction de Air Afrique était au Cameroun. Et on a mis je crois c'était un Sénégalais qui était président, directeur de Air Afrique. Le Sénégalais est venu, il a commencé à détourner l'argent. On a trouvé qu'il a fait trop de faux, des détournements qui n'avaient pas de sens. Ahidjo a frappé les mains sur la table, ils ont eu leur réunion encore. Il a dit que non, un Camerounais, le père a toujours dit que jamais. On ne peut pas mettre un Camerounais, il y a déjà la direction générale chez toi. Et pour moi, ils avaient raison. Il y a déjà la direction générale chez toi. On ne peut pas mettre encore un autre Camerounais. Toi, tu as la direction générale,
Aïdjo était fâché. Quand il a vu les sommes exorbitantes que le monsieur là a détournées, il est devenu malade. Et lui, il avait mis plus d'argent dans cette compagnie que les autres pays. Parce que c'est un monsieur qui savait garder les sous, fabriquer l'argent. Je vous ai toujours dit qu'il avait une caisse noire de l'État qu'on ne touchait pas. Il suffit qu'il y a quelque chose d'important, c'est là où il partait puiser l'argent pour résoudre les problèmes. Il a mis l'argent dans ce truc. Quand on a refusé qu'on ne veut pas d'un Camerounais, il devait sortir de leur réunion avec une idée dans la tête. Un monsieur, un patriote, je vous dis, un patriote et un entrepreneur en même temps. Il avait toutes les qualités. En dehors de l'histoire de Macky, de ces gens qu'on a tués, Aïdjo avait toutes les qualités. Nul n'est parfait. Il est rentré avec une idée dans la tête. Il s'est mis dans la tête. Il a cherché des gardes, des cerveaux. Il a mis dans la tête. Il dit que là, maintenant, il faut créer une compagnie aérienne camerounaise. Voilà d'où est née la Camer. Il a mis sur place. Il n'a pas retiré son fonds, son argent, l'argent qu'il a mis dans Air Afrique. Il a continué avec Air Afrique. Et il a appelé les gens. Il a demandé aux États-Unis. Ceux qui veulent rester avec Air Afrique peuvent rester. Parce que nous sommes toujours partenaires là-bas. Et ceux qui veulent aller avec la Camer peuvent commencer déjà à déposer leur dossier. Et c'est comme ça que quand Houphouët-Boigny et Sédar Senghor ont appris cela, parce que il y avait d'autres présidents comme le Kérékou, le docteur Émile Zinsou, je crois. Oui, c'est un meilleur ami d'Aïdjo, l'ancien président béninois. Il pense qu'il était avant Kérékou. Oui, c'est le docteur Émile Zinsou. Il vit encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, tous ces gens-là, mais les cerveaux de l'Afrique de l'Ouest qui étaient là, c'était Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. Ils ont appris qu'à Aïdjo, on est en train de faire une compagnie aérienne camerounaise. Ils ont touché le président, qui était Giscard d'Estaing à l'époque, je crois. Alors, Giscard d'Estaing appelle Aïdjo pour le décourager d'abandonner cette idée-là. Aïdjo reste son téléphone seul. Giscard lui dit: j'ai appris que vous êtes en train de faire une autre compagnie aérienne au nom de la Camer. Je veux que tu arrêtes cette idée-là. Air Afrique suffit pour vous. Aïdjo lui a dit: je suis désolé, monsieur le président. Parce que l'inauguration, c'est demain. Tout a déjà été mis sur pied. Et toi, à la place de Giscard, tu vas dire que quoi? L'inauguration, c'est demain. C'est demain. Et c'est comme ça que notre Camer, notre bijou, a vu le jour le lendemain. On a fait l'inauguration, on avait les Boeing 737 ici, on avait ceci pour la Camer. Oh Seigneur Jésus, c'était un bijou. À l'époque, quand nous, on faisait des voyages, je ne pouvais pas aller dans une autre compagnie. Je vais aller chercher quoi dans Air Afrique? Je voyageais, j'allais à la direction de la Camer à Douala prendre mon titre. J'étais dans la Camer. Quand ça ne va pas, on s'engueule bien, propre, avec nos hôtesses Camer qui étaient là-dedans, nos sœurs. On voyageait avec Camer et c'était une fierté pour nous. C'était notre compagnie. Et pas les petits avions, c'est les Boeing. Voilà comment il a laissé ce pays. De l'autre côté, il fallait avoir des compagnies ferroviaires. Aïdjo, boum, la Campi Béné. On n'avait pas besoin d'aller importer les choses, aller dédouaner quelque chose dans un pays, je ne sais pas quel pays, parce que ce sont ces pays-là qui venaient maintenant chez nous. La Campi Béné. On achetait nos bateaux. On avait les gars, j'avais mes frères au quartier qui étaient tous qui travaillaient tous dans les bateaux. C'était notre compagnie, la Cameroun Shipping Line. Vous avez vu comment ce monsieur a travaillé? Tout ce qui nous appartenait. Quand vous entrez dans un train de la régie comme nous voyons dans les photos noires sur blanc, comment les trains étaient propres et c'était conçu. Non, c'est pas la merde qui existe aujourd'hui. Et la régie là ne nous appartient pas aujourd'hui. La Camera ne nous appartient pas, ça appartient aux Français. On a privatisé cela. C'était notre compagnie. C'était notre chose. Ça ne nous appartient plus aujourd'hui. La Camship même n'existe plus du tout. La Camship n'existe plus du tout. La Camer n'existe plus. Vous entrez dans une compagnie que Camer, je vois, on prend l'éventail, on prend les trucs pour commencer à... C'est quelle souillure ça, non? C'est quelle souillure ça? Et je parie que c'est toujours les choses privatisées.
C'est pour ça que ça change de nom. Vous voyez un peu jusqu'où bien nous a amené. On a eu quoi? Quand vous regardez les monsieur, l'ancien président béninois, monsieur le docteur Émile Zinsou, quand il s'assoit, il te parle d'un monsieur comme Aïdjo. Oh, vraiment, la France nous a eu. La France nous a eu. Parce que si ce monsieur était resté encore 10 ans de plus, non, le Cameroun, je ne sais pas. Parce que c'est un réalisateur. Quand il restait comme ça, sa tête travaillait. Il faut quoi pour mon pays? Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour faire ceci? Et même l'axe lourd Douala Yaoundé, je vous le dis et je vais le répéter. Cet axe lourd Douala Yaoundé, on a sorti de l'argent dans les caisses de l'État. C'était une route à double sens. Comme vous voyez partout chez les Blancs ici. C'était une route qui allait de l'autre côté et ceux qui allaient de l'autre côté. Grande route à double sens, c'est un avenir. L'axe à double sens qui était prévu. Et l'argent sorti, à l'époque, je militais dans l'UNDP, le président Samuel Lebois était secrétaire général à la présidence. Il le dit. Il dit que c'est lui-même qui a sorti l'argent de la caisse de l'État camerounais. C'est lui qui sort l'argent pour l'axe lourd Douala Yaoundé à deux sens. Il met de côté. C'est lui qui sort l'argent. Donc, avant qu'Aïdjo ne parte, cet argent était déjà de côté. On a même sorti l'argent pour dédommager le peuple Bassa qui était en route parce que Véni avait une route et séparait les frères. Que ton frère maintenant est de l'autre côté de la route, toi tu es de l'autre côté, la route vous est séparée. On a dédommagé les villageois. On a sorti l'argent pour dédommager les villageois avec une liste bien faite. L'argent était de côté. Samuel Lebois a déclaré ça lors d'un meeting de l'UNDP à la salle de fête d'Aqua en 90. Il le disait en tant qu'acteur principal de la chose. Il dit, moi, j'étais secrétaire général, j'ai sorti de l'argent, j'ai mis de côté pour l'axe lourd Douala Yaoundé à double sens. Ce n'était pas la ruelle qui est là aujourd'hui qui vous tue. Il l'a dit, ce papa perd son âme. Il l'a dit. J'étais, on ne m'a pas dit, j'ai vécu. Cette route qui vous tue aujourd'hui, ce n'était pas cela. On avait sorti l'argent, on a mis de côté. Non seulement ils ont pris l'argent de cette route, ils ont mis dans leur poche, le gouvernement de Biya, ils ont mis l'argent dans leur poche, ils ont pris l'argent qui était destiné à dédommager la famille, les peuples bassins en route, toutes les familles qui étaient en route, ils ont mis dans leur poche et ils ont fait le cimetière qui est là aujourd'hui. Les Camerounais, on a perdu combien d'âmes sur cette route? Aucune famille ne peut dire que je n'ai jamais perdu quelqu'un sur cette route dans la Yaoundé. On a perdu combien sur cette ruelle? Ils ont pris l'argent, ils ont mis de côté. Une réalisation faite. Et de l'autre côté, je vous dis encore, ce monsieur d'Aïdjo est mort par amour pour ce pays. Il a dit, il a commencé à préparer la crise économique. Parce que les rumeurs couraient déjà qu'il y aura une crise économique qui va frapper le monde. Aïdjo a commencé à mettre l'argent de côté, pour dire que la France, ça ne vaut pas la peine avec ces Français. Ça ne vaut pas la peine, ce sont les démons. La France n'a jamais aimé l'Afrique. Ils ont utilisé l'Afrique pour émerger, comme ils ont émergé là. Parce que Poutine a dit, sans l'Afrique, la France n'est rien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc, Aïdjo a mis l'argent de côté pour préparer la crise économique. Entre-temps, eux là, ils étaient déjà organisés au niveau de leur banque pour être là, les gestionnaires de la crise qui vont prêter, qui vont commencer à vendre leur gombo aux pays qui souffrent avec leurs intérêts. Aïdjo a mis l'argent de côté. Et à l'époque, quand la crise, il s'est avéré l'avènement de la crise maintenant, qui est Premier ministre? C'était un nordiste, un gars de Garoua, qui a travaillé aussi avec Amadou Aïdjo et qui savait qu'il y avait l'argent dans la caisse noire de l'État et qui savait que Amadou Aïdjo a toujours dit avant de partir que le Cameroun n'ira jamais au FMI.
Voilà la question là maintenant. Il a dit le Cameroun n'ira jamais au FMI. Et ce premier ministre, à la personne de M. Sadou Ayatou, l'ancien premier ministre de l'époque là, a dit pendant la crise, il y avait les gens du FMI qui proposaient l'argent aux pays qui n'avaient pas de moyens comme les Bénin et autres. Monsieur Ayatou a dit carrément que Monsieur Ayatou a dit le Cameroun, c'est important, donnez-moi une minute, je vous en prie. Alors, non, maman Malambo. Mais le problème est qu'on va causer après, vraiment en direct, vraiment en direct. Un numéro Nimboa, un numéro Nambi. Ok, maman, on fait comme ça. Je suis en direct. Donc, c'est comme ça, merci. C'est comme ça que ce monsieur est resté. Je t'aime encore. La crise va me faire quelque chose dans la tête. J'étais à quel niveau? Aidez-moi, écrivez là, pardon. Ma soeur m'a encore donné une nouvelle là qui m'a chamboulé. Vous avez vu qu'il y a une image en train de mentir. J'étais à quel niveau? Je vous demande d'écrire un peu. Je sais que je vous parlais de la crise économique. Alors, ce monsieur, il a dit, monsieur Ayatou a dit, il n'y aura pas de FMI au Cameroun. Et comme il a dit, la France a suivi comment ce monsieur a dit qu'il n'y aura pas de FMI au Cameroun. Vous savez ce que ça a coûté à ce premier ministre? Son poste. Quand la France a su qu'il a dit en tant que premier ministre, parce qu'un premier ministre, pas le premier ministre de bien, quand on dit premier ministre, le premier ministre est chef du gouvernement partout. Hein. Ça veut dire que le gouvernement, c'est pour lui. C'est lui qui gère, pardon, le gouvernement. Mais chez nous, c'est le contraire. Dans les pays, selon les normes, quand on veut nommer un gouvernement, on veut nommer, le président veut faire les trucs, il nomme un premier ministre. C'est le premier ministre qui fait son gouvernement pour être chef. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Tu vas voir, Biya va nommer le chef du gouvernement et les ministres le même jour. Ce qui donne, c'est qu'à Tangandi aujourd'hui, quand John Gouté ne peut pas sommer à Tangandi, il le dégage. Pourtant, c'est son supérieur hiérarchique. Voilà la gestion floue hasardeuse de M. Biya. Donc, M. Ayatou qui dit que le FMI n'a pas sa raison d'être au Cameroun. Quand les Français ont su ça, ils ont demandé à M. Biya de le faire partir le plus rapidement possible. Donc, il a dit ça, il a dit cela. Le lendemain, il était parti. Le lendemain, hein, on l'a enlevé. Il a perdu son portefeuille ministériel. Parce qu'il a dit que le Cameroun n'ira pas au FMI. Bien. On l'a remplacé. Le Cameroun a fait son entrée. Et à Idjo, où il était en exil au Sénégal, il suivait les journaux. Il disait que le Cameroun n'a pas sa place. Il a gardé l'argent pour prévoir la crise économique au Cameroun. Pour prévoir la crise économique au Cameroun, il y a l'argent dans la caisse de l'État. Il y a l'argent dans la caisse noire de l'État. Il avait une caisse qui avait beaucoup d'argent. Donc, quand Biya est arrivé là-bas avec ses gens, l'argent là, chacun est entré comme de ça, il prend de sa part, tout ça. Il n'avait même plus 5 francs. Aïe, devient fou. Il dit que, mais quand on parle de la crise économique, jusqu'à quand il a appris qu'on a fait partir Ayatou parce qu'il a dit qu'il ne devait pas avoir de crise économique, il ne devait pas avoir de FMI au Cameroun, il est surpris. Aïe, devient fou. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout l'argent que j'ai déposé? J'ai gardé l'argent. Et quelqu'un qui partait, s'il n'était pas un patriote, il partait avec tout cet argent, qu'on a même menti qu'il est parti avec des milliards. Archi faux, je vous le dis, faux. Parce que j'ai rendu visite à son épouse au Sénégal. Je suis allé chez lui où il vivait. Sa femme, je n'oublierai pas, paix à ton âme, maman. Elle me disait, ma fille, voici, où est l'argent que ton père a laissé? Elle roulait, elle avait pour chauffeur un Sénégalais dans une vieille Renault 30. Je vous dis bien, une vieille Renault 30, couleur bleu marine. Ça, c'est en 96 que je l'ai rendu visite au Sénégal. J'étais au Sénégal.
Et c'est arrivé que nous nous sommes retrouvés dans une situation et elle a su le tuer les Camerounaises, elle a donné rendez-vous. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. Il n'avait rien. Tout cet argent-là, ce monsieur devait porter cet argent et partir avec. Ils avaient une vie modeste. Ce n'était pas la bourgeoisie. Et quand il est parti avec 900 milliards, quel 900 milliards, il n'avait rien. Rien. Sa fille qui est décédée après elle, Babette, était docteur pédiatre. Et son père avait acheté un semblant de maison. Quand tu es présent, il faut toujours prévoir les trucs. C'est là où elle a fait sa clinique. C'est comme ça qu'en tant que docteur pédiatre dans sa clinique, elle pouvait s'occuper de sa maman. Et celle qui était la mendiante qui est venue mendier après pour être directrice du palais de congrès. Voilà le lot de consolation qu'on lui a donné en insultant la mémoire de son père. Elle, buveuse, je ne sais pas si c'était la drogue qui était dedans, elle a fui. Je ne sais même pas si elle a assisté aux abcès de sa mère et sa soeur. Ils sont enterrés au cimetière de Yoff à Dakar. Je me suis recueilli sur la tombe de Papa Aïdjo. Je suis allé me recueillir sur sa tombe au cimetière de Yoff. Donc, pour revenir à dire ceci. Donc, Aïdjo, dans ça c'est sa femme qui m'explique. Jamais Aïdjo paie à son âme. Son mari sortait à tous les coups. Il fouinait, etc. Quand elle a vu la manière dont son mari réagissait, elle a refusé qu'on ne lui donne pas les genoux. Elle a refusé. Parce qu'il était toujours en train de chercher. Il s'agit quoi? Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun aujourd'hui? C'est comme ça qu'elle m'expliquait, fait comme je fais là. Il n'était qu'en train de fouiller ses narines partout pour savoir ce qui ne va pas au Cameroun. Un monsieur, dont à la dernière minute, il a dit à son chauffeur, accompagne-moi. Le chauffeur l'a amené en ville. Est-ce qu'arrivé en ville, il savait ce qu'il partait? Quand la mort t'appelle, c'est incontournable. Il est parti, il a payé Jeune Afrique. Ton patron va te dire que voilà l'argent, prends-moi le journal. Là. Tu vas dire que non, madame a dit que tu ne prends pas. Non, tu ne peux pas. C'est le patron de madame aussi. Il a pris Jeune Afrique, il l'a mis dans sa poche, il n'a pas lu, il est arrivé à la maison, il est entré dans sa chambre, comme sa femme me dit. C'est là où il a commencé la lecture. Quand Aïdjo a vu que le Cameroun est entré au FMI, dont le FMI donne l'argent, fait un prêt au Cameroun, Aïdjo a fait la crise cardiaque. Il a fait une crise cardiaque. Sa femme est arrivée, il n'avait pas moyen de le sauver. Donc, c'est pour vous dire que ce monsieur a aimé ce pays, si bien qu'il est mort d'amour pour ce pays. Il était patriote et son patriotisme l'a amené au-delà. Quand il a vu l'entrée du Cameroun au FMI, son cœur a lâché. Sa femme a fait tout. On a même essayé de faire le CPR, le massage cardiaque, tout. Il était parti. Et quand il meurt, mes chers amis, elle reste tranquille, elle va crier avec ses enfants dans la maison, elle prend son téléphone, elle appelle Abdou Diouf pour lui dire que M. Aïdjo vient de s'éteindre. Le président sénégalais lui dit, ok, tu ne dis à personne, tu ne donnes aucune nouvelle, tu me laisses, je reviens vers toi. Elle a respecté cela. Elle est restée. Elle a attendu. Aïdjo, on a pris le corps d'Aïdjo. On a mis à la morgue, lui qui était un musulman, qu'on ne devait pas mettre le corps à la morgue. Parce qu'on savait qu'on devait amener le corps au Cameroun. Abdou Diouf a appelé M. Biya pour lui dire que M. Aïdjo vient de mourir. Parce que c'est ce qu'il a demandé de ne pas parler jusqu'à ce qu'on informe le président. M. Biya a répondu à Abdou Diouf, je te reviendrai. Je te reviendrai, j'ai compris. Je te rappelle. Il n'a jamais plus rappelé jusqu'à l'instant T où je vous parle là. Il n'a plus passé un coup de fil. Il n'a plus passé un coup de fil à ce monsieur. Il a attendu 2-3 jours pour un musulman que lui-même il est. Il a appelé cette dame. Elle a dit ok. Il ne m'a pas rappelé. Il sait qu'il est musulman et qu'on ne doit pas garder le corps d'un musulman. Il ne m'a pas rappelé, il n'a rien fait. Ok. Même le président, l'ancien président qui était son meilleur ami, le docteur Émile Zinsou, l'ancien président du Bénin, comme il se collaborait, Germaine a dit à M. Émile Zinsou, qui a dit, laisse-moi, moi-même je vais appeler M. Biya.
C'est vrai que lui-même, il n'était plus aux affaires. Il a appelé M. Biya. M. Biya a dit qu'il a compris. Il n'a rien fait. On a décidé de prendre le corps de M. Ahidjo, aller l'enterrer au cimetière de Yoff, au Sénégal. Jusqu'aujourd'hui. On est venu enterrer sa femme là. On a enterré sa fille là. Pour un monsieur qui t'a tout donné. Pour un monsieur qui t'a donné cet honneur, même s'il y avait n'importe quoi. Ils ont condamné M. Ahidjo par contumace d'un coup d'État qu'Ahidjo ne connaît pas. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Ahidjo n'a jamais été mêlé à un coup d'État. Je vous ai dit la dernière fois, je vais plutôt revenir dessus, que c'est l'effet qu'il a amené les gars nordistes, les gars chrétiens, pour aller en Israël, aller se former, venir remplacer la garde présidentielle. C'est ça qui a choqué ces gars qui se lèvent pour faire un coup d'État pacifique avec les armes blanches. Aucune vraie balle que les gens sont en train de tuer les Camerounais là aujourd'hui. Ils ont fait ce coup d'État pacifique. Monsieur Amadou Ahidjo était fâché. Il y a le colonel Sado qui est venu rendre visite à Ahidjo au Sénégal. Quand il partait, Sado l'a appelé, Ahidjo l'a appelé. Il a demandé à ce monsieur, en ce moment-là, de faire un coup d'État au Cameroun. À ce colonel. Il lui a demandé, je ne sais pas s'il était un colonel, mais il lui a demandé de faire un coup d'État. Quand ce monsieur sortait, sa femme a couru derrière et lui dit que qu'est-ce que papa t'a demandé? Il m'a demandé de faire un coup d'État, mais maman, je ne peux pas faire. Il dit, ok, c'est pour ça que je venais te dire que 0 coup d'État au Cameroun. Aucun sang ne doit être versé. Tu as compris? Il dit, non, maman, même avant que tu ne me dises, je ne pouvais pas le faire. Je sais que papa est fâché, mais il va comprendre. C'est tout. C'est tout. Et quand ce monsieur est rentré au Sénégal, du Sénégal, quand on a su qu'il était au Sénégal, vous savez ce qui s'est passé? On a arrêté ce monsieur, on a jeté en prison. Pas parce qu'il y a eu un truc, non. On l'a jeté en prison. Sa famille nordiste savait qu'il est décédé. Le colonel Sado. On savait qu'il était décédé. C'est quand on arrête maintenant Blaise Pascal Talla, le directeur, le responsable de Jeune Afrique Économie. On l'avait arrêté à l'époque. Ce sont tous les gens du RDPC aujourd'hui. Pourtant, il avait été arrêté à l'époque à Bafsam en disant que, on l'avait appréhendé en disant que on avait trouvé les armes dans sa maison. Il voulait formuler. Parce qu'à l'époque, comme Ahidjo avait dit, que Biya avait la phobie des coups d'État. Il avait la phobie des coups d'État. Il voyait donc il dormait, il se réveillait, il voyait les coups d'État partout autour de lui. On a trouvé que on a trouvé les armes chez Blaise Pascal Talla. Blaise Pascal Talla, qui était le responsable de Jeune Afrique Économique. Pourtant, il n'y avait rien, ils étaient en prison. C'est quand ce monsieur sort de prison. C'est pas si c'était la cellule de la prison, je me rappelle plus il y a très longtemps. C'est quand il sort qu'il dit aux gens qui partageaient la même cellule avec le colonel Sado. C'est là que sa famille a eu espoir qu'il était en vie. Parce qu'à l'époque, il tuait les gens, surtout les nordistes. Quand il s'agissait des nordistes, c'était le cercueil, c'était l'enterrement directement. Pas que le cercueil, puis on les jetait dans les fosses, comme le charnier de Malmayo. Donc, c'est comme ça qu'on a su que sa famille, il était vivant. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur a été libéré. On l'a même déshabillé de l'armée. Il n'avait rien fait. Rien. Quand il est sorti de prison, il sort de prison. Pourquoi? Lors de son procès, il a su se défendre avec quelque chose qu'il ne fallait pas discuter. Lors de son procès, il y avait l'événement à Bamenda, 85, où l'UNC devient le RDPC, le congrès de Bamenda en 1985. Il a expliqué au tribunal que vous dites que je voulais faire un coup d'État. Vous avez oublié un côté. Lors du congrès de Bamenda, l'événement de Bamenda, je pilotais un hélicoptère blindé. Je pense qu'il n'était pas, je ne sais pas s'il était colonel ou capitaine, je ne me rappelle plus. Les grades là, c'est sans importance. Il dit, je pilotais un hélicoptère blindé avec carburant plein. Et je survolais l'avion présidentiel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Il avait un hélicoptère blindé, donc on ne pouvait pas tirer dessus. Et il avait carburant plein, donc il pouvait atterrir au Nigeria. Et il survolait
l'avion présidentiel. Donc, s'il voulait faire un coup d'État, c'était la meilleure façon de le faire. Seul, il n'avait pas besoin de quelqu'un à côté. Il abattait Biya, puisqu'il survolait l'avion présidentiel. Il abattait le président Biya directement dans sa voiture décapotable. Il tirait sur lui d'une balle, on n'en parle plus. Et avec son hélicoptère qui avait carburant plein, il atterrit au Nigeria. À Cannes ou n'importe où là-bas. Il est en exil. Et on a vérifié. On a trouvé que tout ce qu'il dit était vrai. Voilà comment il a été libéré. Et libéré de quelle manière? Au lieu de lui présenter les excuses, il a été libéré et déshabillé de l'armée. Parce qu'il était nordiste. Je pense qu'il est mort chez lui ou non. Un jour, un de ses membres de la famille m'a contacté après un direct pareil. Donc, vous voyez autant de choses, autant des imperfections dans la gestion de M. Biya Mvando. Voilà comment ce monsieur. Donc, quand on dit, on chante qu'on a condamné M. Amadou Ahidjo par contumace, Amadou Ahidjo n'a jamais fait un coup d'État. Quand il était choqué par rapport au problème de Biya, il a demandé à ce colonel. Sa femme a intercepté cela. Et ce monsieur a même dit qu'il ne devrait même pas le faire parce qu'il savait que le père était fâché, il devait se remettre. Ahidjo n'a jamais fait un coup d'État au Cameroun. Juste à ce qu'on le condamne à mort. Ahidjo n'avait jamais prévu faire un coup d'État au Cameroun. Jamais. Ça, c'est la bêtise incarnée. La vraie bêtise incarnée. Vous voyez un peu ce que nous vivons? Et c'est avec ça aujourd'hui, avec autant de bien que ce monsieur nous a rendu. Ce monsieur a fait de notre pays. Je vous dis toujours que le Cameroun, il y a 35 ans, 30 ans aujourd'hui, est au-dessus du Cameroun d'aujourd'hui. C'est la poubelle. Le Cameroun, c'est la poubelle. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens pouvaient nous parler fort? Jamais. Jamais. Je vous ai dit que quand le président Houphouët-Boigny arrive au Cameroun pour la première fois, invité par Amadou Ahidjo, le président Amadou Ahidjo amène Houphouët-Boigny au nord, à l'ouest, donc Bafoussam Bamenda. Il visite le nord, il va à Douala, il va à Yaoundé. Houphouët-Boigny était émerveillé pour un pays. Il a vu que merde, Douala, c'est la ville. Yaoundé, c'est la ville. Garoua même, c'est la ville. Bafoussam, c'est la ville. Bamenda, c'est la ville. Oh, chez lui, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il n'avait qu'à Abidjan, rien d'autre. Et l'endroit qu'il a beaucoup touché et marqué, c'était l'Ouest Cameroun. Quand il a vu les réalisations de l'époque à l'Ouest Cameroun, pas comme aujourd'hui, parce que c'est peut-être 5 fois. Quand le président Houphouët a vu ça, il était émerveillé. Quand il est rentré, le premier journaliste qui s'amène vers lui, il a dit qu'il y a un poignet, qu'il y a une région au Cameroun. Si on lui donne les ressortissants de cette région, Houphouët-Boigny parlait du peuple bamileke, vous m'excusez, c'est la vérité. Il a dit qu'il y a un peuple au Cameroun, une région au Cameroun, la région de l'Ouest, que si on lui donne les habitants de cette région-là, il ferait de la Côte d'Ivoire Paris. Et nous savions, à l'époque, Paris était la plus belle capitale du monde. La plus belle. C'est pour ça que pendant la guerre mondiale, je suis prête à vous dire tout, je vais de coq à l'âne, vous allez me souffrir de m'écouter comme ça. C'est comme ça que pendant la guerre mondiale, Hitler avait dit de bombarder partout, mais de ne pas toucher Paris. Parce que voilà d'où Hitler rêvait faire sa capitale. Sa capitale devait être à Paris, parce que c'était une belle ville. Alors, c'est là où il faut dire qu'avec les habitants de l'Ouest chez lui, là, il fera de la Côte d'Ivoire Paris. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun était un pays, on servait d'exemple. Quand il est rentré, le président Houphouët a déporté la capitale d'Abidjan pour amener chez lui à Niamsoukou. Il l'a amené chez lui à Niamsoukou. Après, quelques temps après, il a fait sa basilique de Niamsoukou. Parce qu'il a compris qu'au Cameroun, ce n'était pas seulement Yaoundé qui était développé comme lui, Abidjan était développé. Non, c'était des petites villes qui étaient développées. Il a commencé par chez lui. Il a déporté la capitale, il dit la capitale va à Niamsoukou. Avant de faire la plus grande basilique peut-être du monde ou de l'Afrique. De l'Afrique, à Niamsoukou, ça existe, que le président Houphouët a fait. Par rapport au Cameroun. Donc, c'est pour vous dire que le Cameroun, mes frères et sœurs, c'était un exemple.
C'était un exemple, notre beau pays, le continent. C'était un exemple. Quand nous arrivions ailleurs comme ça, là, pour nous autres qui avons fait le tour, presque le tour de l'Afrique, tu étais fier. Tu es d'où, madame? Je suis camerounaise. Tu es fier de dire aux gens que tu es camerounaise. Chez nous, tu peux encore dire ça aujourd'hui. Votre pays poussière. Tu étais fier de dire que tu es camerounaise. Quand je vois les Ivoiriens viennent ici, viennent au Cameroun, ils insultent que pays poussière, c'est la poussière partout. Et c'est vrai, même les rues, nous n'en avons pas. C'est vrai, ils ne mentent pas. Ce n'était pas le Cameroun d'hier. Chez nous, je vous dis, ce monsieur nous a détruits. Ce monsieur nous a détruits. Si nous étions un exemple en Afrique, quand j'arrivais au Bénin, tu donnes 1000 francs à un Béninois, c'est comme si tu lui as donné 10 000 francs. Je vais faire les boubous. Je vois une femme en route qui est en train de... J'en ai 1000 francs, je donne. Elle va me donner de ces bénédictions que je n'ai jamais vues. Pour les 1000 francs que je lui ai donnés. Tellement la vie était dure là-bas. La vie était dure. Chez nous, c'était le bijou. C'était l'Eldorado. Le Cameroun, le continent. Aujourd'hui, nous sommes devenus pays poussière. Pays poubelle. À cause d'un seul monsieur qui nous demande encore 7 ans. Non, c'est faux. Il a tapé pour tout le tour aussi. Il va partir, Thierry Mavareni. Soyons seulement courageux et soyons vraiment que chacun essaie de mettre sa pierre à l'édifice de notre nation. Je ne dis pas que les gens aillent mourir. Je ne suis pas fier de voir les gens mourir. Mais s'il y a des manières pour contourner cela et montrer à ce peuple que nous sommes mécontents, que nous ne voulons pas de leur gestion, vraiment, ne nous retenons pas. Ne nous retenons pas. Il faut que les choses changent. La communauté, vous savez pourquoi ils tirent sur les gens? Je vais vous dire. Ils tirent sur les gens parce que s'il y a une marée humaine là, on voit une marée humaine comme on a vu Yaoundé, Douala, Garoua, partout, les marées humaines là, pendant 3, 4, 5 jours successifs, la communauté internationale va frapper les mains sur la table. S'il ne part pas, on va nous envoyer l'ONU ici. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On va nous envoyer l'ONU. Et il va partir. C'est pour ça qu'ils sont, et quand il y a un peu de foule comme ça, ils font tout et tout pour chasser la foule, pour empêcher les sérieux de voir la marée humaine. Ce qu'il nous faut, c'est la marée humaine. Parce que les gens sortent avec les mains libres. C'est les marches pacifiques. Pourquoi tuer les gens? Pourquoi tirer sur les gens? Si ce n'est pas un pouvoir démoniaque, pourquoi tirer sur nos enfants? Pourquoi assassiner les gens jusqu'à porter les corps, aller enterrer? Quand tu vas dire que ta personne a disparu, on ne va pas compter le nombre des morts. Vous voyez un peu ce qu'ils font? C'est pour empêcher la marée humaine. C'est la marée humaine qui fait lever la communauté internationale. C'est pour ça qu'ils tirent les gens pour disperser les foules. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sortent nombreux. Que ça se calme. Ils ont commencé à arrêter les gens. Aller ici, arrêter 500 jeunes. Aller à Bafan dans la nuit, déloger les jeunes. Ils vont faire quoi avec? Il faut leur montrer que nous sommes debout. On va plus s'asseoir juste à ce qu'ils partent. Il y a des manières. Il y a des manières. Ils n'auront jamais la paix dans cette gestion. Pour moi, ils ne sont même pas, ce ne sont pas les gestionnaires. Ce ne sont pas les gestionnaires. Ils ont envoyé les femmes, hein. D'autres ont envoyé les femmes. Bondayolo, sa femme est sortie. Gongo, sa femme est en Israël depuis pour attendre comment ça va se passer. Comme son mari, c'est le président par... Je ne sais pas le genre de président qu'on va qualifier celui-là. Je sais, c'est son mari qui est le président qui gère tout. Avec sa co-épouse. C'est ça, ils n'ont pas des épouses là-bas. Il faut régler les comptes de ces gens-là. Il faut régler leurs comptes. Qu'il n'y ait aucune paix. Si vous ne voulez pas la paix, vous n'aurez pas la paix. C'est tout. Parce que la marée humaine nous libère de ces monstres-là. Et c'est pour ça qu'ils nous empêchent d'avoir ces marées humaines-là. La marée humaine nous empêche à ces monstres-là de nous contrôler. Nous délivrent, nous libèrent. Et ils ont mis les gens à venir tuer leurs propres frères. C'est ce qu'ils le font. Ce sont mes frères et sœurs. Je vais m'arrêter. Je suis fatigué.
Je vais m'arrêter. Je n'ai pas l'énergie de mon frère Rémi Ngono. Lui, il peut rester, quand il est choqué, il peut rester comme ça 10 heures de temps. Il n'a pas le temps. Donc, je vais m'arrêter sur ce. Je pense que je serai encore avec vous quand? La semaine prochaine, nous sommes comme aujourd'hui. Nous sommes mercredi. Donc, je serai avec vous entre lundi et mardi. Je reviendrai. Je vous remercie, vous qui m'avez suivi et qui êtes en train de me suivre. Je vais encore avec vous quand? Oh, c'est quoi ça? La semaine prochaine. Donc, je remercie tout le monde, Bébé Ndiem, Kogia, Oscar, Moïse. Bébé, je ne vois pas le nom de tout le monde. Rosine, ma petite sœur chérie. Rosine Moteo. Bébé et autres. Je vous remercie, vous tous, Calvin, Maxime, Boris, Edouard, Bello, Train. Allez aimer ma page Brigitte Bomba, je vous en prie. Amazon Brigitte Bomba. Nous serons ensemble lundi ou mardi. Nous serons debout. Bien ne va jamais gérer notre pays. Son temps est passé. Laisse président. Nous avons un président élu, M. Tiroma Bakare. Issa Tiroma Bakare, c'est notre président. On se met ça dans la tête. Ils n'auront jamais la paix. Même d'autres parmi nous qui font des prières, levons les mains tous les jours à notre Dieu. On ne sait jamais par où le salut viendra. Peut-être par là, le Seigneur aussi va nous amener, peut nous libérer d'une manière ou d'une autre. Donc, ceux qui savent prier, prions pour le Cameroun. Prions pour protéger nos enfants qui meurent là. Prions qu'on arrête de tuer nos enfants. Parce que ça fait mal. Ça fait mal. C'est ce, je vais m'arrêter. Et vous souhaite de très bonnes choses. Bisous à tous. Merci.